Alors, je vais commencer l'enregistrement et puis on va commencer la réunion. Alors, je vais vous introduire, alors à vous présenter plutôt, Daisy, notre représentante régionale, du Conseil scolaire public du Nord-Est. Daisy est représentante et administratif sur le conseil d'administration, de PPE depuis maintenant le printemps 2020. Alors, Daisy, bienvenue parmi nous. Merci, de faire tout ça pour nous, de faire partie de l'équipe PPE. Nous sommes très, très heureux de t'avoir parmi nous. Alors, à toi l'honneur, je te passe maintenant la parole, si tu veux. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Nathalie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Faiza. Bonsoir. Je vais tout d'abord commencer avec la reconnaissance de territoire, puis ensuite, on ira pour les présentations, Faiza, si ça te va. Donc, nous aimerions commencer la session aujourd'hui avec une reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons que nos activités se déroulent sur des territoires autochtones traditionnels de l'Ontario. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à la Terre-Mère et pour les ressources que nous utilisons, ainsi qu'à honorer les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits qui vivent sur le territoire depuis des temps immémoriaux. Je tiens d'abord à souligner que nous trouvons sur le territoire visé par le traité numéro 9 et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples Ojibwe, Chippewa, Ojibwe, Mushkegowuk, Algonquin et Métis. Donc, Faiza est entrepreneur et bénévole passionnée. Elle a fondé il y a plus de 4 ans le Next Level Impact Consulting afin de soutenir le développement économique de nos communautés par l'entrepreneuriat, l'employabilité et le développement de leadership. Désormais, en portant son attention sur l'éducation financière, elle s'attaque au nerf de la guerre, notre argent et nos capacités à assurer notre sécurité et notre épanouissement financier pour nous, pour nos enfants et nos communautés. Diversity Civic Action Fellow 2017 et ancienne présidente du MOFIF, Faiza est chroniqueuse régulière pour Radio-Canada sur les finances personnelles et elle enseigne également le leadership et le management au Collège Boréal. Au-delà de tous ces accomplissements, Faiza étudie présentement les politiques publiques à la Harvard Kennedy School afin de perfectionner ses capacités de produire des changements au niveau collectif et politique. Donc, sans plus tarder, accueillons notre animatrice, Faiza. Un grand merci, Daisy, pour la reconnaissance du territoire qui est très importante pour nous. Moi-même, je suis migrante depuis 2009 au Canada, après avoir grandi en Algérie et puis en France. Donc, de reconnaître effectivement les territoires, les peuples qui m'accueillent et qui me permettent justement de vivre ma vie ici avec mon fils qui va avoir 12 ans la semaine prochaine. Je regarde la date, ça approche. C'est une grande chance, mais c'est aussi une grande responsabilité. Donc, cette reconnaissance veut dire beaucoup. Merci de m'avoir introduite également. Je pense que dans toute ma bio, finalement, s'il y a un mot qu'il faut garder en tête, c'est vraiment le mot changement. Et c'est ce changement, justement, que j'ai la chance de pouvoir engager avec vous. Donc, c'est vraiment un projet par, pour et avec les parents autour de cette question tellement, tellement, tellement importante et encore plus encore avec la pandémie du Covid, cette question de l'éducation financière et de l'épanouissement financier qu'on veut pouvoir ressentir en tant que parents et aussi pour nos enfants dans des situations très difficiles. Cet atelier, je le développe effectivement pour parler de budget avec nos enfants. Je veux aussi reconnaître que parmi presque la cinquantaine de personnes en fait qui sont participants, qui assistent avec nous ce soir, il y a une variété de vécus en fait. Donc, malheureusement, j'aimerais pouvoir vous parler individuellement et puis j'espère pouvoir le faire dans les prochaines étapes de ce projet qu'on a ensemble avec PPE, que je vais vous présenter en quelques mots juste après. Mais je vous demanderai vraiment, vraiment de profiter de la partie chat, éventuellement aussi en privé. Donc, quand vous allez sur la partie chat, vous avez la possibilité de poser une question qui sera lue par tout le monde. N'hésitez pas, s'il y a vraiment quelque chose de particulier dans votre vie aujourd'hui, puis dans votre famille, qui vous fait dire, OK, j'ai besoin de poser cette question maintenant, mais je n'ai pas envie que tout le monde la voie, allez sur cette partie, cliquez sur Everyone, puis allez mettre mon nom et moi, je verrai en fait, si vous posez cette question-là directement à moi, je ferai attention d'y répondre, mais sans effectivement que
votre nom soit dévoilé, donc pour la confidentialité. On va avoir aussi des moments où peut-être vous pourrez poser des questions avec votre voix. Donc, je vous rappellerai juste qu'effectivement, cette réunion, enfin cet atelier, est enregistré pour que ça nous permette de partager avec les plus de 110 parents en fait, qui sont inscrits. Donc là aussi, veillez à votre confidentialité. On espère qu'effectivement, c'est un endroit de partage, mais on sait, on garde à l'esprit qu'effectivement, se parler d'argent, c'est toujours un petit peu tabou, un petit peu délicat. Donc, l'atelier est dédié à ce budget et puis justement, cette première étape qui est toujours un peu difficile pour la plupart d'entre nous, c'est de parler d'argent avec nos enfants. Le budget, il est essentiel. Quand on parle d'épanouissement financier, quand on parle de sécurité financière, c'est vraiment le premier outil qu'on veut découvrir. Pourquoi ce projet avec parents partenaires en éducation? Pourquoi cette association en fait entre moi et la merveilleuse équipe de PPE? Mais c'est vraiment parce que d'une part, il y a un besoin. On n'a pas été éduqués, nous, en tant qu'adultes, qu'on ait grandi ici ou qu'on vienne d'ailleurs. On n'a pas eu la possibilité, selon notre culture, selon notre environnement familial, etc. La plupart d'entre nous, je dirais peut-être 80%, on n'a pas eu ces conversations avec nos parents qui nous préparaient en fait à notre vie d'adulte pour la dette, le crédit, le budget, etc. Donc, surtout quand on arrive aussi dans une autre culture ou d'un autre pays, on est très démunis en fait face aux services financiers, par exemple. Mais en plus, nos enfants, aujourd'hui, dans les écoles de l'Ontario, des conseils publics et catholiques francophones, comme des conseils publics et catholiques anglophones, reçoivent de plus en plus, justement, d'éducation financière sur des notions de base, le calcul de la dette, par exemple, ou du taux d'intérêt, mais aussi sur des choses plus complexes. Et à PPE, on considère vraiment que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et ça doit être le cas aussi pour l'argent. C'est trop important. Nos rêves se construisent grâce à l'argent, nos projets, notre sécurité. Donc, on veut vraiment pouvoir entamer cette conversation, cet échange avec nos enfants sur ce sujet-là aussi. Donc, ce projet-là d'épanouissement financier, il se déroule en 3 étapes. Un sondage auquel je vais vous inviter à répondre si vous ne l'avez pas déjà fait. Après donc le sondage, on veut vraiment avoir le plus de réponses possible pour voir où est-ce que vous en êtes et surtout ce dont vous avez besoin. Ça va m'accompagner, moi qui suis plusieurs chapeaux, comme Daisy disait, mais là j'ai un chapeau de recherche-action, ce qu'on appelle la recherche-action. Donc après le sondage, après toutes vos réponses, la deuxième étape, c'est qu'on va faire des entretiens individuels et puis des sondages et des entretiens supplémentaires avec tout un tas d'acteurs. Les conseils scolaires, les services bancaires, les conseillers financiers, les conseillers en crédit immobilier, un petit peu de tous ces acteurs en fait qu'on a autour de nous et dont on voudrait qu'ils puissent nous accompagner mieux et bien. Et puis la troisième étape, c'est qu'on va faire avec les parents qui auront répondu au sondage, on va développer tout un tas d'actions pilotes. Donc, ça va être des ateliers supplémentaires, ça va être des ressources qui vont être développées spécifiquement pour vous. Puis, j'ai une petite surprise pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de l'atelier. Vraiment, restez jusqu'à la fin de l'atelier. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant pour vous. Il va y avoir aussi la possibilité d'avoir justement par petits groupes en fait. On va faire des petits tests, on va tester des ateliers effectivement, on va avoir des rencontres, etc. selon vos besoins. Et ce qui va être très très important, c'est qu'à la fin de ce projet en 3 étapes, on va partager les résultats avec avec le conseil d'administration de PPE, avec tous les partenaires de PPE, puisque c'est important justement que toute la communauté francophone, tous les organismes qui nous accompagnent aient ces informations pour développer les bons services pour nous accompagner. Et puis bien sûr avec les parents, et on espère que ça donnera une suite plus pérenne. Donc merci beaucoup de passer du temps avec nous ce soir. Et je rentre donc dans le vif du sujet en partageant ma présentation. Pour les questions, donc je le disais en privé ou en chat, et Nathalie, je pense que vous allez pouvoir m'aider, tu vas pouvoir m'aider de temps en temps à prendre ces questions-là. Donc allons-y. J'espère que vous voyez bien ma présentation. Vous la voyez à l'écran? Si je peux avoir un pouce levé? Oui, c'est correct? Parfait, merci beaucoup. L'épanouissement financier des familles francophones de l'Ontario. Comme je le disais, ce sujet-là de l'argent, c'est souvent tabou, c'est souvent quelque chose où on se sent un petit peu démuni. Avec la Covid,
Certains d'entre nous, on a peut-être perdu nos ressources. On a peut-être eu aussi des difficultés avec nos enfants qui sont de retour à la maison, parce que pour certaines régions, les écoles sont fermées, donc peut-être qu'il y a eu des pertes de revenus. Peut-être aussi que pour certaines familles, justement, ça a été au contraire une opportunité de sauver de l'argent, d'épargner, parce qu'on n'avait pas à faire de transport pour aller au travail, ou bien comme les restaurants sont fermés, comme par exemple dans ma région, région de Mississauga, Toronto, etc., on ne sort plus, il n'y a plus d'activités sportives. Donc, tout cet argent-là a été un peu mis de côté. Donc, comme je le disais, quand il s'agit de faire ce budget en début d'année, puisqu'on est en début d'année 2020-21, c'est le bon moment, mais c'est surtout le bon moment parce qu'on est dans des situations qui sont vraiment particulières en ce moment. Donc, j'espère qu'effectivement, ça vous a donné le goût de reprendre le contrôle sur ce qu'on peut contrôler par rapport à nos finances, c'est-à-dire le budget, en fait, ce qui rentre, ce qui sort. Ça, c'est le petit texte, en fait, qu'on avait mis sur la page Eventbrite, qui vous a amené, effectivement, à vous inscrire pour cet atelier-là ce soir. Donc, les objectifs, c'est finalement, comme on est en nouvelle année, c'est souvent le moment de faire effectivement les résolutions. On est en fin de mois, on a fait exprès parce que le 1er janvier, tout le monde est très, très motivé. On attend de voir la fin du mois de janvier parce qu'on revient un peu dans notre routine, etc. Est-ce qu'on est encore dans la dynamique de se recréer une nouvelle vie, de reprendre certaines choses en main? En général, les premières résolutions de début d'année, c'est toujours perdre du poids pour beaucoup de gens, ou manger mieux. Là, on va travailler sur mieux utiliser notre argent pour réaliser nos projets, pour réaliser nos rêves, et ceux de nos enfants. Parce que quand on est parent, c'est bien pour eux qu'on travaille fort, et c'est bien pour eux qu'on veut justement avoir cet argent-là. Donc, on va beaucoup parler de priorités, d'objectifs, d'erreurs à ne pas répéter. Et effectivement, comment est-ce qu'on met les enfants au centre de cette conversation? Quand je parle de centre de conversation, c'est aussi que selon la composition de notre famille, eh bien, soit on est en couple, soit on est célibataire, soit on est divorcé, soit on est séparé. Donc, selon notre situation familiale, on est peut-être tout seul à prendre toutes ces décisions, à gérer cet argent-là. Peut-être qu'on est à deux. Peut-être que même si on est tout seul, on a des adultes en fait autour de nous, des amis par exemple, ou de la famille avec lesquels on travaille ensemble en fait pour notre développement économique. Ça, c'est le lien donc pour le sondage. S'il vous plaît, vraiment, si vous avez un intérêt particulier pour l'éducation financière pour les prochaines semaines, participez, ça nous permet d'en savoir plus sur vos besoins et puis surtout de vous faire participer aux prochaines activités. Donc, on va se parler de nouvelle année, nouvelle vie, puis dans un monde complètement transformé. Il y a des choses qui n'ont pas changé, il y a des choses qui ont changé. On va voir comment est-ce qu'on fait participer toute la famille et quel est le rôle finalement de chacun de ces personnes. On va redéfinir son approche du budget. Moi, je vous parle aujourd'hui en tant qu'éducatrice financière. Je ne suis pas conseillère financière, je ne vends aucun produit d'investissement. Tout mon travail, c'est vraiment de la sensibilisation, de l'éducation, du coaching et puis de la recherche. Et comme le mot-clé de tout mon parcours, c'est changement, je veux vraiment travailler à ce changement en fait. Et puis cet épanouissement donc, financier, ça implique aussi du travail avec les gouvernements et les partenaires. Mais je suis d'abord une maman, je suis d'abord une personne, une adulte qui aussi a très peu eu en fait d'opportunités d'être éduquée financièrement. Donc, j'ai essayé toutes les méthodes possibles et imaginables pour tenir un budget. J'ai partagé beaucoup de mes difficultés ces dernières années avec d'autres personnes et j'ai beaucoup écouté. Et il y a certaines choses en fait que j'ai pu repérer et c'est ce que je vais vous partager en fait, une façon peut-être plus facile, plus progressive de créer votre budget, d'autant plus qu'en fait, le budget, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis on le met de côté. C'est vraiment quelque chose qui vit au quotidien. Donc, il faut que ce soit pratico-pratique, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit quelque chose qui nous aide, pas quelque chose qui nous ennuie ou qui nous alourdit. On va aussi parler des étapes du budget et puis aussi des idées d'activités en fait à faire avec ses enfants et puis nous-mêmes en tant que grands enfants en fait pour continuer à s'éduquer et puis à travailler ensemble justement en famille, en collaboration, l'union faisant la force pour améliorer notre situation financière. Petite note encore, cette amélioration de la vie financière, elle est spécifique à chacun d'entre vous. Donc pour certains, ça va être sortir de la dette. Pour d'autres, ça va être peut-être de pouvoir acheter une maison. Ça va être peut-être de mettre de l'argent de côté pour les enfants. Ça va être peut-être tout ça en même temps. Donc vraiment, c'est votre projet personnel qu'il va falloir
imbriqué. Je vais faire le mieux possible pour vous inclure dans les présentations. Je vois qu'on a 5 commentaires, donc je fais juste un petit tour. Alors, le lien sur le sondage, absolument, vous l'avez ici. OK. Et puis, j'ai déjà des messages. Je viens tout juste de le mettre aussi. Oui. C'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, on y va. Nouvelle année, nouvelle vie. Je vais vous poser quelques questions, en fait, pour commencer. Et je vais donc arrêter, en fait, de partager mon écran. Quoique, non, je crois que je peux. Non, je vais arrêter de partager l'écran comme ça. Si vous revenez, en fait, un petit peu en arrière dans le chat, sur le premier message, vous allez voir que j'ai partagé, en fait, un lien vers un site qui s'appelle Mentimeter et qui va vous permettre de répondre, en fait, à quelques questions de sondage. Nathalie, je compte sur vous pour me dire si ça fonctionne ou pas. Donc, si je pouvais vous demander, chers participants, chers parents, d'aller, en fait, chercher ce lien, à moins que je le recolle. Est-ce que vous le voyez? Oui, je viens de le remettre dans le clavardage et ça fonctionne très bien, Faiza. Ben, super. Donc, la première question à laquelle je vous demande de répondre, c'est: diriez-vous que la pandémie du Covid a dégradé la situation financière de votre foyer, amélioré la situation financière de votre foyer ou n'a eu aucune conséquence finalement sur les finances de votre foyer? Donc, on va se donner quelques secondes. C'est une des questions qui est posée sur le sondage, mais c'est important qu'on se la repose ici pour avoir déjà conscience de ce qui se passe, la dynamique du groupe. Et puis moi, ça me permet aussi de savoir qui est là. Donc j'ai déjà, je vais faire des calculs rapides, 16, 17 réponses, 18, 19. On continue, on a 44 participants, donc j'ai à peu près la moitié maintenant des personnes qui ont répondu. Ok. On va laisser encore quelques secondes. On est à près des 2/3, je dirais. Ok. Donc, on a 44, on va enlever en fait quelques personnes, hein, peut-être 39 par an avec nous si j'enlève l'équipe. Sur les 39, on en a 11 et je suis soulagée, heureuse pour vous, qui disent qu'il n'y a eu aucune conséquence sur les finances à cause de la Covid. Donc, ça peut être lié au type de travail que vous avez, ça peut être aussi parce que vous aviez des fonds d'urgence et ça peut être aussi parce que vous êtes situé en fait dans une région de l'Ontario qui a été moins touchée directement par la fermeture des commerces. On a 4 personnes qui disent avoir une situation qui est améliorée. Donc là, ça fait partie des personnes justement qui ont dépensé moins en fait, peut-être sur des dépenses, ce qu'on appelle les dépenses discrétionnaires, donc les restaurants, les loisirs, peut-être effectivement le transport parce que vous avez travaillé de la maison et on le sait, la voiture et puis l'essence, etc., ça peut coûter cher ou bien les tickets. Et 8 personnes qui ont eu leur situation qui a été dégradée par la pandémie du Covid. Pour ces 8 personnes, comme je le disais en intro, si vous avez des questions spécifiques, si vous avez une urgence, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur le chat et ça me permettra d'une part de vous répondre si je le peux durant cet atelier ou après cet atelier et puis surtout de vous mettre en contact si vous êtes en situation de grand endettement par exemple avec des ressources qui pourraient vous aider. La deuxième question. Ah, pardon, par contre, on va faire attention, voilà, de couper les micros. Je vais vous demander aussi une autre question, qui est la deuxième, c'est est-ce que vous faites aujourd'hui et est-ce que vous respectez votre budget actuellement? Donc, toujours sur le même lien, vous devriez avoir maintenant la nouvelle. Si vous cliquez, en fait, si vous passez à une autre diapositive, vous devriez voir cette deuxième question. Est-ce que vous la voyez? Non. Alors, je n'ai aucune réponse, non? Alors, non. Il faut cliquer, en fait, pour passer à la diapo. J'essaie de faire refresh. Ça dit refresh, mais il n'y a rien qui se passe. Alors, allons-y. OK. Ou sinon, je ne vais pas perdre de temps. Ce que je vais vous demander de faire, tapez votre réponse. Est-ce que vous faites ou respectez votre budget actuellement? Vous allez taper oui ou non. Et puis, on va tous envoyer en même temps dans la partie chat. Comme ça, ça me donne une vision d'ensemble. Alors, il y a des personnes non, 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 non.
pas facile. Pas de budget, pas de budget. Vous êtes comme plus de la moitié des Canadiens qui n'ont pas de budget actuellement. On faisait une réunion justement cet après-midi avec la directrice de PPE, Julie Béchard, moi-même et d'autres en fait acteurs des communautés francophones, avec l'Agence canadienne de la consommation et des finances qui se charge justement de tout ce qui est éducation personnelle. Et le gros focus pour les prochains mois, ça va être justement le budget. C'est vraiment la première étape. Donc, merci d'avoir partagé avec moi ces premiers éléments. Une troisième question pour vous, puis là c'est pareil, vous vous préparez à dire oui ou non. Est-ce que vous parlez d'argent avec vos enfants actuellement? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Okay. Sandra, vous y êtes déjà? Oui, souvent. Ok, pour Jocelyne. Chantal, Néné, oui. Paul, non, pas encore. On a des oui, on a de temps à autre. Quelquefois, elle n'entend pas. Ah ouais, c'est mon fils qui le fait sans cesse. Ah, on a un futur millionnaire. On n'entend pas, ouais. Il y a des fois où on voudrait parler à nos enfants et puis ils ne nous écoutent pas. On va en parler. Très souvent pour Mario. Super. Lorsque je leur donne leur argent de poche seulement. Ça nous fait rire, ça. Hein? Exact. De temps à autre, des fois, oui. Donc, c'est de trouver effectivement ces bons moments, trouver cette régularité, d'ouvrir la conversation pour certains d'entre vous, de la maintenir pour d'autres, de la construire aussi, c'est pas forcément facile. Ok, merci beaucoup. Alors, je recommence à partager. On va y aller. Alors, je partage. Voilà. Merci beaucoup. Ça me donne effectivement une meilleure idée de qui est dans le groupe. Nouvelle année, nouvelle vie. Il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui n'ont pas changé. Dans les choses qui ont changé, cette idée que les ressources de revenus sont sans doute devenues incertaines, peuvent peut-être vous causer de l'anxiété. J'ai vu que certaines personnes, comme les bureaux avaient fermé, il y avait un retour à la maison. Les baisses de certains postes de dépenses, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on l'a vu aussi dans les statistiques et puis finalement dans les commentaires des familles, l'augmentation d'autres postes de dépenses. L'électricité peut-être si on passe plus de temps à la maison, ou la nourriture aussi. Peut-être qu'on a fait des stocks à un moment donné, etc. Donc l'année dernière, le budget a été un petit peu déplacé. Les frais supplémentaires ou annulés. Donc ça peut être aussi des frais d'activité des écoles, de la crèche, de la garderie, pardon. Ça peut être des frais pour l'entreprise, beaucoup de choses en fait qui auraient pu changer. Ce qui a changé définitivement pour nos enfants, c'est leur consommation de produits et de services digitaux, donc tout ce qui est en ligne. Et ce qui a vraiment changé, on a pu le voir aussi dans un autre sondage que PPE vous a fait parvenir, c'est la situation émotionnelle de nos enfants et la nôtre. Parce que d'un coup, vraiment, c'est tout ce qui était assez normal en fait dans notre vie quotidienne qui change. Alors pour certains d'entre nous qui sommes dans les zones les plus touchées, il y a effectivement plus de sorties par exemple. On ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller faire ses activités sportives. Pour notre région, là il a neigé hier, on ne peut pas faire de luge non plus. Donc vraiment pour les enfants, on ne voit plus ses amis, des conséquences quand même très soudaines, très graves. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi juste d'avoir à être en classe avec le masque, par exemple, ça décontenance en fait les enfants, dépendamment aussi de leur culture, dépendamment de l'histoire de leurs parents, etc. On a quand même cette idée qu'en Ontario, la vie est stable. Et du jour au lendemain, il y a ce grand événement mondial qui nous impacte à différents niveaux, au niveau de notre santé, au niveau de de nos activités les plus petites et les plus grandes. Et je dirais qu'au-delà, en plus de la situation émotionnelle, d'anxiété que ça peut créer, de stress, c'est vraiment justement cette idée, en fait, surtout pour les plus petits, de se dire la vie peut changer vraiment d'un coup, en fait. Et ça demande beaucoup d'accompagnement de notre part. C'est le mauvais côté des choses. Par contre, j'allais dire, puis j'ai tendance à toujours voir, en fait, dans les crises des opportunités, c'est aussi justement
Parce que les enfants grandissent très vite, parce qu'ils comprennent de plus en plus, et ils comprennent tout d'ailleurs, ne serait-ce qu'avec l'accès à la télévision, etc. C'est vraiment l'opportunité de leur réexpliquer certaines choses et puis de leur partager comment, en famille, votre priorité, en fait, en tant que parent, c'est de leur offrir la sécurité et de leur offrir les meilleures possibilités pour leur avenir, en fait. Et ça joue vraiment dans les conversations qu'on va pouvoir avoir avec eux, pas juste au niveau de l'argent. C'est plus au niveau de notre style de vie, de nos priorités de vie, de nos rêves. Ça nous amène à vraiment nous reposer des questions sur qu'est-ce qui est vraiment le plus important. Où est-ce que je veux passer du temps? Où est-ce que je vais dépenser l'argent que je gagne? L'argent peut-être que je n'ai pas aussi, qu'il va falloir que je cours pour rattraper ou que je récupère les bénéfices qui sont aujourd'hui donnés par le gouvernement, par exemple, pour soutenir face à cette situation. Donc ça, c'est vraiment ce qui a changé. Et c'est une opportunité, entre guillemets, pour adresser ce qui n'a pas changé. Depuis janvier 2020, si j'avais fait l'atelier l'année dernière pour parler de budget de famille, les choses qui n'auraient pas changé, c'est par exemple l'importance d'avoir une excellente visibilité sur ses rentrées et ses sorties d'argent. C'est ça qu'on veut rechercher d'abord quand on fait un budget, quand on rentre dans les chiffres. On veut savoir, ok, je travaille 35 heures, 40 heures, 50 heures, 60, peut-être si on est entrepreneur ou si on est obligé de faire 2-3 travails en fait pour rejoindre les deux bouts, surtout en ce moment. Mais où est-ce que cet argent part? Si on n'a pas de budget, on a souvent la sensation qu'il nous quitte là. C'est comme du liquide là qui sortirait, puis du jour au lendemain, on l'a reçu sur le compte et puis le lendemain, c'est comme s'il ne restait rien. Donc cette visibilité, elle est essentielle. D'une part, forcément pour bien répartir cet argent-là qu'on gagne, pour être sûr qu'on en gagne assez pour vivre comme on le souhaite. Si on n'en gagne pas assez, avec le budget, on le voit. Mais surtout, même si on a des toutes petites rentrées d'argent, si on est sous assistance sociale, par exemple, le budget reste essentiel parce que c'est comme ça qu'on voit, mais c'est aussi comme ça qu'on redirige en fait pour sortir du cercle vicieux. Donc, la visibilité des rentrées et des sorties d'argent, elle est essentielle. Puis vous allez le voir sur le budget justement quand on rentre dans les outils. J'ai vraiment une façon très très spécifique de travailler le budget avec, pour moi-même, mais aussi avec les personnes avec lesquelles je travaille ou quand je donne des ateliers. Donc ça n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé aussi, c'est l'importance d'avoir un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus. Certains d'entre vous, peut-être, ne connaissent pas beaucoup cette notion-là, mais c'est une des premières notions qu'on veut faire passer, nous, à chaque fois qu'on parle d'argent. C'est cette idée que si quelque chose arrive, puis on a bien vu que l'impensable peut arriver, c'est d'avoir, en fait, suffisamment d'argent de côté pour pouvoir gérer l'indispensable. Il y a des gens qui disent le fonds d'urgence, il faut que ce soit 3 à 6 mois de salaire. 3 à 6 mois de salaire, ça peut être élevé selon votre salaire, mais il y a une autre façon en fait de voir le fonds d'urgence, c'est vraiment de pouvoir assurer les besoins essentiels. Donc vous allez calculer le montant de votre loyer, le montant de la nourriture, le montant des factures que vous ne pouvez pas annuler, tout ce qui vous permet d'être dans la sécurité la plus minimale, mais la plus essentielle. C'est ça en fait le montant que vous devez calculer, que vous devez avoir en tête par mois et que vous allez multiplier effectivement par 3 ou par 6. Il y en a certains qui arrivent effectivement à mettre 1 an de côté, puis ça c'est encore une gratitude en fait à avoir. Mais c'est vrai qu'on veut pouvoir avoir ce fonds d'urgence parce que si d'un coup les revenus s'arrêtent, on peut aller chercher un peu cet argent-là en fait pendant notre période de transition. Là, on l'a vu, comme c'est avec la pandémie, les personnes qui en avaient besoin ont pu faire une demande effectivement de soutien financier auprès du gouvernement. Donc, c'était justement parce que dans les statistiques, toutes ces dernières années, on a bien vu que beaucoup de Canadiens ont beaucoup de mal à mettre de l'argent de côté, en fait. Donc, le fonds d'urgence existe peu. Mais à partir de maintenant, et c'est vrai que je suis assez ferme là-dessus, en fait, c'est très, très important quand on commence à travailler sur son budget, à partir d'un mot-clé qui est celui de la sécurité. La sécurité aujourd'hui et la sécurité dans le futur, pour nous-mêmes, pour notre famille. Et à partir de là, c'est là qu'on peut s'épanouir, en fait. Quand le sol est solide, on peut construire par-dessus, en fait, de façon justement plus solide et puis plus pérenne.
Trop souvent, quand on n'a pas justement les bonnes informations, quand on n'a pas été accompagné par sa famille ou par sa communauté dans ces questions-là financières, ben, on a l'impression que tout est un peu trop faible, trop vulnérable en fait. Ben, ça tient à ce fonds d'urgence, avoir la visibilité, avoir le fonds d'urgence. Il est toujours aussi essentiel, voire plus, d'avoir un certain contrôle sur son crédit et sur sa dette. 2 éléments, malheureusement ou heureusement, indispensables aujourd'hui, surtout au Canada, où vous entendez sans doute parler beaucoup de cartes de crédit, de scores de crédit, de choses comme ça. Donc, le crédit, il n'est pas bon ou mauvais en soi, mais par contre, il faut vraiment bien peser le pour et le contre quand on le prend, surtout pour acheter une maison, par exemple. Hein, il y a vraiment des décisions et des réflexions à avoir en famille sur cette maison-là. C'est une chose. Et puis, la dette, ben, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de bonne et de mauvaise dette, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment très, très pensé et que vous puissiez garder sous contrôle, en fait. Le cercle vicieux, c'est quand on a fait des dépenses qu'on ne pouvait pas payer, surtout des dépenses de consommation, par exemple, et quand on a eu, par exemple, quand notre loyer est trop élevé par rapport aux revenus qu'on a et après on a du mal à gérer les autres dépenses de base ou effectivement, ben, quand on a fait un choix qui était trop dispendieux et puis on a du mal à le gérer ou on a mal anticipé aussi de pouvoir rembourser cette dette. Donc ça, c'est des éléments qui sont essentiels. Avoir le contrôle. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Grâce au budget, on reprend le contrôle vraiment sur sa capacité à identifier son crédit et sa dette et à la rembourser. Là aussi, ça vient renforcer en fait votre notion de sécurité. Puis tranquillité d'esprit. Quand je vais parler de tranquillité d'esprit pendant cet atelier, ça ne veut pas dire que tout est parfait, tout va bien, puis vous avez un compte en banque plein. Ça veut dire que vous avez la sensation d'agir en fait. Une des choses qui est vraiment à éviter, c'est surtout pas ouvrir les comptes en banque, pas ouvrir les lettres, parce qu'on a peur de ce qu'on va voir, etc. Ça rajoute à l'anxiété. Le cerveau est fait de façon que quand on affronte finalement ces problèmes, puis qu'on se rend compte qu'on a les capacités mentales, psychologiques, personnelles, je veux dire notre caractère, pour y faire face, et puis qu'on a un réseau aussi autour de nous qui peut nous aider à différents niveaux, ben on reprend ce contrôle et puis on le garde. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est l'importance de prévoir et de planifier pour l'avenir, la sécurité et l'épanouissement de chacun. Quand on a une famille, ben on est une entité, on est peut-être 2 partenaires, ou on a peut-être un enfant, ou 4 ou 5. Mais chacun a un peu ses préférences, chacun a ses besoins selon son âge, selon sa situation, selon sa personnalité, selon ses rêves aussi. Je reviendrai encore sur les rêves un peu après. Mais ça, il faut pouvoir prévoir en fait dépendamment de vos croyances, on peut dire qu'on a, en tout cas, dans notre corps et puis dans notre vie d'aujourd'hui, on n'en a qu'une, en fait. Et trop souvent, l'argent devient quelque chose de quotidien qui est complètement déconnecté de la valeur ou de l'importance qu'on veut donner à sa vie. Et c'est ça qui est très important aussi quand on commence à parler d'argent ou quand on parle régulièrement d'argent avec ses enfants, c'est que ce ne soit pas juste de la consommation. C'est aussi plus individuel, plus spirituel, plus émotionnel, plus intellectuel, émotionnel dans le sens de la famille, des choses qu'on partage, des choses qu'on veut vivre, des expériences. Ça, c'est très important pour détacher en fait du consommérisme qu'on peut trouver. Puis les enfants sont de plus en plus sollicités justement pour acheter les choses, pour se donner de la valeur uniquement s'ils ont tel ou tel habit, tel ou tel téléphone portable, etc. Je veux dire, par rapport à notre propre adolescence et aujourd'hui, c'est un petit peu comme si les besoins s'étaient démultipliés, surtout pour nos adolescents, par exemple. Et puis finalement, en partant justement de toutes ces idées d'avoir une bonne visibilité, de créer le fonds d'urgence, le contrôle planifié vraiment pour la sécurité et l'épanouissement de chacun, ce qui est essentiel aussi, c'est d'avoir une vision commune en fait. D'avoir cette vision commune au sein du foyer. On le sait, l'argent, ça peut être une grande source de stress, une grande source de dispute. C'est aussi la première source de divorce, en fait, cette incompréhension et puis ces conflits en fait d'argent. Quand il y a une vision commune, puis on va passer là-dessus aussi, une vision qui est basée sur l'amitié, j'allais dire, et puis le soin et l'empathie en fait dans la famille, ça peut aider justement à gérer ce budget familial.
Donc, on parle de faire participer toute la famille. Trop souvent, moi, quand je regarde, c'est pareil. Quand on regarde, en fait, les budgets, ben on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule case. C'est les dépenses. On a les catégories de dépenses, on a les catégories de revenus. Puis, en face, il n'y a qu'une seule case. Mais la famille, elle est composée de différentes entités. Comme on le disait, avec différents besoins, différentes réalités, différentes situations, différentes priorités, etc. Donc, c'est important, en fait, quand on veut faire un budget, de faire rentrer toute la famille là-dedans, jusqu'à une certaine limite. Les enfants sont les enfants, mais on veut avoir cette communication et on veut avoir quelque chose qui nous fait tous regarder dans la même direction, finalement, encore cette idée de vision. Pour faire face en tant que famille, ce qu'on construit, c'est notre résilience. Et ça, c'est un mot très important en ce moment. C'est cette capacité de faire face aux difficultés. Je rajouterais même le terme d'antifragilité. La fragilité, c'est quand quelque chose nous attaque ou nous confronte, on s'écroule. L'antifragilité, c'est quand quelque chose nous attaque ou nous menace, mais au contraire, on devient plus fort. Et là aussi, c'est la recherche, c'est la dynamique qu'on cherche à créer en fait dans notre famille quand il s'agit de gérer son argent, parce que l'argent est vraiment le nerf de la guerre, hein, c'est ce qui va soutenir tout ce qu'on peut faire. Tout ne se fait pas avec de l'argent, tout n'est pas payant, mais quand même. Donc, on veut vraiment pouvoir créer cette antifragilité. Comment donc impliquer sa famille? C'est en redéfinissant le sujet. Vous voyez bien, peut-être que vous vous disiez, tiens, budgéter en famille, Faiza va commencer tout de suite à parler des catégories de dépenses, etc. Pas du tout. Pour moi, un budget, un chiffre, des chiffres, des dépenses, etc., c'est d'abord dans une histoire familiale, c'est d'abord dans un contexte. On veut pouvoir détacher au début les discussions d'argent du dollar lui-même, du montant en fait qu'on va dépenser pour, d'ailleurs ce qui est souvent des sources de conflit, peut-être qu'on va dépenser pour l'épicerie, puis quelqu'un dans la famille n'est pas content avec ça, etc., etc. Donc, on veut vraiment prendre de la hauteur d'abord et engager la communication avec notre famille sur un autre niveau. Comme je le disais, c'est vraiment un outil en fait. Et c'est important pour nos enfants de se rendre compte que l'argent n'est pas un but en soi, que c'est un outil. Devenir riche, riche pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Est-ce que tu vas donner? Est-ce que tu vas aider? Est-ce que c'est devenir riche contre quelqu'un aussi? Est-ce que parce que tu vas devenir riche, quelqu'un d'autre va devenir pauvre? Etc. Donc c'est vraiment là où on parle de nos expériences, de nos valeurs. C'est là aussi où on veut commencer à valoriser autre chose dans notre famille que ce qu'on paye, ce pourquoi on paye en fait. Donc c'est les expériences, c'est les moments qu'on a en famille. Ça aussi c'est important pour pouvoir donner justement ces repères aux enfants, que tout ne passe pas par l'argent, mais c'est aussi une façon de se revaloriser en fait en tant qu'adulte et en tant que partenaire d'une façon positive, d'une façon avec moins de stress en fait. On veut redevenir des partenaires en tant que couple, en tant que famille. On est partenaire pour réaliser un projet familial. On n'est pas juste à compter les dollars. Donc, c'est vraiment d'abord, quand on veut parler de budget, surtout en début d'année, on reconstruit un petit peu son projet familial, on reconstruit ses priorités. Le Covid, je le disais, c'est une opportunité, mais ça peut être aussi très douloureux. Ça peut être aussi très complexe. Donc, je le rappelle juste, si vous avez des problèmes particuliers, écrivez-moi dans la partie chat, je pourrais y regarder. Donc, début d'année, on va pouvoir définir et redéfinir nos priorités de vie et notre année. C'est important d'avoir une visibilité sur toute l'année. On va lever les tabous, se parler, s'éduquer aussi. Un certain nombre d'entre vous parlent déjà d'argent avec leurs enfants. Ça sera intéressant pour vous de prendre quelques secondes, en fait, si vous avez un papier, un crayon à côté de vous, puis de vous dire, OK, on s'en parle, mais on s'en parle quand? Et on se parle de quoi exactement? Est-ce que c'est combien les choses coûtent? Est-ce que c'est qu'est-ce que je gagne? Est-ce que c'est combien ça coûte? Est-ce que c'est, tiens, tu veux faire ce rêve-là? Comment est-ce qu'on se prépare maintenant? Quel type d'études tu veux faire? Quel type de travail tu veux faire? Quand on aura le droit de voyager, où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu veux qu'on aille revoir pour ceux d'entre nous qui sont nouvelles arrivants ou qui vivent effectivement dans la province depuis longtemps, mais qui ont leur famille, effectivement, qui n'est pas un trajet de bus ou un trajet de voiture? Est-ce qu'on va voir la famille? On ne les a pas vus depuis plusieurs mois. Est-ce qu'en septembre, en espérant que tout revienne à la normale d'ici septembre, est-ce qu'on vient voir, va voir notre famille? Donc, on place en fait les grandes étapes, les grands moments, et puis on fait attention quand on lève ces tabous-là, de se parler, de s'éduquer, mais aussi de parler de ces choses de façon plus
en prenant plus de perspective, en fait, je dirais. On veut aussi définitivement développer un budget qui donne une visibilité à l'année. Une des grosses sources de stress quand on fait un budget, c'est quand on a… Vous voyez, quand on… D'un coup, j'ai cette image-là, j'espère que vous ne trouverez pas ça trop ridicule, mais quand on fait du vélo, puis qu'on a les yeux trop baissés là devant nous, en fait, notre guidon, il bouge un peu, en fait. Il n'est pas très stable. C'est pareil quand on est en voiture. Si on regarde trop devant soi, ben on tient moins sa ligne, en fait. Tandis que quand on regarde vraiment plus loin, quand on a un bon horizon, ben on est capable en fait de se dire, ok, j'ai cette dépense-là, par exemple, qui est arrivée cette semaine sur ce compte, sur ce chèque de paye-là. Je m'y attendais pas. Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Si on a cette visibilité sur l'année, puis je vais vous montrer comment le faire, ben, on peut réajuster. On respire. On prend une pause, on se dit, ok, c'est pas 2 semaines en 2 semaines. On est sur un marathon, en fait, quand on travaille son budget, quand on travaille son épargne, quand on travaille même le paiement de sa dette, des choses comme ça. C'est pas à 2 semaines, 2 semaines. On est vraiment sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Donc, on veut avoir cette vision à long terme. On veut aussi avoir cette vision à l'année parce que c'est quelque chose d'essentiel, en fait, à partager à ses enfants. C'est cette idée de délai, de temps, en fait, que l'argent, c'est pas immédiat, c'est pas quelque chose qu'on dépense tout de suite. C'est aussi quelque chose qu'on fait grandir, qu'on fait dormir. Alors, j'allais dire qu'on fait dormir, non, pas. L'idée étant que si l'argent dort, bah, il grandit. Enfin, nous, on dort et l'argent travaille quand même grâce aux investissements, par exemple. Mais on veut leur donner cette idée de temps. Pardon, j'ai des messages, je pense. Alors, juste un instant. Mes excuses. Ah, mes excuses. Il va, oui, donc une visibilité à l'année pour effectivement vous donner un peu plus de visibilité puis de tranquillité d'esprit, capacité de vous transposer en fait un peu plus dans l'année par rapport aux dépenses, les dépenses fixes, vous allez le voir, et puis développer encore une fois cette dynamique. Alors j'ai une partie en fait qui me cache ma dernière ligne. Comment est-ce que je recache ça? Je sais qu'il y a un moyen de le recacher, en fait, cette partie-là. Ah, voilà. Rebouger, parfait. Pardon. Et puis, développer donc une dynamique de communication et puis de redevabilité. Donc, la redevabilité, c'est le mot accountability, en fait, en anglais. Donc, c'est vraiment cette idée qu'on va partager les informations de façon claire. On va le dire, et puis du coup, parce qu'on l'a dit, on va être obligé de le faire, entre guillemets, ou on va avoir des yeux pour vérifier effectivement qu'on est en train de faire les choses correctement. Donc c'est essentiel parce que on veut pouvoir, en fait, avec ses enfants, avoir l'idée que l'erreur est autorisée, mais qu'on se reprend, qu'on garde les conséquences, qu'on garde nos priorités en fait en tête. Et ça se fait effectivement par une communication tout au long de l'année. On ne fait pas juste ça une fois et puis on s'arrête. Alors, et puis, la première étape, quand on veut discuter en famille, quand on veut travailler son budget, c'est d'abord de se poser des questions en tant qu'adulte et de prendre le temps en fait de réfléchir en tant qu'adulte, d'abord seul, puis avec les partenaires adultes du foyer, s'il y en a autour de vous, en fait, peut-être dans votre famille élargie. Parce que la façon dont on va dépenser notre argent, en fait, c'est la première expression de notre personnalité, de l'influence familiale, culturelle, religieuse qu'on peut avoir. Ça retranspose, ça remontre en fait notre vision du monde, les valeurs que nous avons, les attentes. Je vous demande juste un instant. J'ai mon propre fils en fait qui est devant moi. Mes excuses, la famille est là. Donc je disais, les expressions effectivement de la personnalité. C'est, est-ce qu'on se connaît bien? Est-ce qu'on identifie bien ce que représente l'argent pour nous, ce que ça ne représente pas,
quels sont les traumatismes aussi qu'on peut avoir, les pensées, ce qu'on appelle les pensées limitantes qu'on peut avoir. Ça, c'est souvent lié en fait à l'environnement en fait, dans lequel on a grandi, la culture dans laquelle on a grandi, etc. Et c'est souvent les petits messages en fait qu'on entend dans la famille. L'argent, ça pousse pas dans les arbres, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent c'est tout. Toutes ces phrases-là en fait qu'on peut entendre et qui nous ont construites. C'est pour ça aussi que c'est tellement important en fait de travailler et puis d'être vraiment impliqué dans l'éducation financière de nos enfants. C'est qu'on voit nous-mêmes les conséquences que ça a pu avoir sur notre vie d'adulte. Donc c'est vraiment, vraiment très, très important de faire un petit temps d'introspection. Je partage aussi des liens vers des tests en fait pour faire ce genre de choses. Et puis de se dire, OK, ben, dans ma famille, voilà ce que ça a représenté l'argent. Voilà ce que j'ai vu dans la situation de mes parents. Voilà ce que ma religion me dicte par rapport à l'argent. Voilà ce que je vois aussi dans mon groupe d'amis. Peut-être que vous avez des groupes d'amis qui ont des valeurs aussi différentes et du coup, de temps en temps, bah, ça vous pousse à faire des choix qui ne sont pas forcément authentiques pour vous, en fait. Donc vraiment, avant de parler en fait à ses enfants, avant de faire son budget, avant de parler à ses enfants, c'est important de revenir en fait sur ces réflexions personnelles. C'est la première raison de conflit, c'est la première raison de frustration. Parfois, quand on veut, voilà, quand il y a des tristesses, quand il y a des colères, etc., pour certains d'entre nous, ça va être aussi un réflexe de dépense. On va dépenser sur quelque chose. Puis c'est souvent quelque chose qui est source de critique de la part d'un partenaire. Oh, tu dépenses trop d'argent, etc. C'est aussi la pression du consumérisme, cette idée qu'il faudrait avoir cette chose-là pour se sentir bien, cette chose-là pour être valable, cette voiture-là pour que ça fonctionne, etc., etc. C'est important de prendre du temps et de réfléchir en fait à ces éléments parce que c'est tout l'exemple qu'on est en train de montrer à nos enfants. C'est les messages qu'on est en train de leur passer, c'est les priorités qu'on est en train de leur passer. Dans la situation actuelle, comme je vous le disais, la priorité que je conseille vraiment, c'est d'assurer sa sécurité puis son épanouissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, qu'est-ce que c'est que cette sécurité en fait par rapport à votre personnalité? Il y a des choses qui vous font peur, il y a des choses qui vous inquiètent, il y a des choses au contraire avec lesquelles vous êtes très à l'aise. Certains d'entre nous, de ne pas avoir par exemple un revenu fixe toutes les 2 semaines, bon, ben, ça ne nous inquiète pas. Quand on est entrepreneur, par exemple, il faut s'y habituer à cette incertitude. Il y en a d'autres pour qui, au contraire, il faut l'argent vraiment que ce soit très, très régulier. Bon, ben, cette crainte, les enfants vont l'apercevoir, les enfants vont la voir. Il faut voir que ça va avoir une influence importante parce qu'on est dans un monde où, au jour d'aujourd'hui, quand on se projette, on voit que nos enfants, en fait, vont travailler sur des métiers qu'on ne connaît pas, qui vont peut-être justement avoir à vivre avec une irrégularité en fait de leurs sources de revenus, qui vont devoir multiplier leurs sources de revenus. Donc c'est important de voir notre passé, ce qu'on est en train de leur transmettre aujourd'hui, puis aussi eux, ce dont ils ont besoin en fait pour se construire et puis pour être le plus fort possible dans leur futur. Donc en tant que première étape, c'est cette réflexion sur soi. Quel est votre état d'esprit, votre connaissance de vous-même, des autres autour de vous? Et puis prenez vraiment un papier, un stylo. Hein. C'est très très important au niveau de la réflexion de prendre ce temps et puis de se dire ok, on passe tellement de temps en plus à gagner notre argent qu'on peut passer quelques heures à réfléchir vraiment à sa vie, à ce qu'on est en train d'en faire et surtout comment est-ce qu'on dépense notre argent. Est-ce que ça va au bon endroit? Quelle est votre dynamique de partenaire? Donc, c'est un peu de regarder dans le miroir, surtout si vous avez un partenaire avec lequel c'est pas très facile de parler d'argent, vous voyez que c'est une source de conflit. Il y a des raisons à ça, il y a des raisons profondes, il y a des raisons parfois très superficielles, peut-être des difficultés de communication, mais de voir aussi vous, comment est-ce que vous vous positionnez en tant que partenaire dans cette histoire. Et comment est-ce que vous pouvez mieux comprendre les raisons pour lesquelles il peut y avoir des frustrations chez votre partenaire. Ça ne veut pas dire forcément que c'est valide, mais c'est essentiel quand on est partenaire de vie, quand on vit ensemble, de se mettre dans la peau de l'autre et puis de comprendre. C'est aussi essentiel, parce que là je parle de partenaire, je vais aussi parler de partenariat sécuritaire. Parmi les différentes formes de violence, on a aussi ce qu'on appelle la violence économique. Donc regardez aussi si la dynamique qui est au sein de votre couple est une dynamique saine, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un contrôle très très fort sur les finances, trop fort. Est-ce qu'il y a une seule personne seulement qui prend toutes les décisions, sans qu'il y ait quelque chose, sans que ce soit à votre bénéfice, je veux dire quelque chose pour vous sécuriser ou pour vous faire plaisir. Encore qu'on peut débattre de ça. Donc soyez attentifs aussi à ces relations saines en fait, parce que là aussi c'est un exemple qu'on est en train de donner à nos enfants. Cette relation de couple, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour se construire, pour se développer, pour être heureux et pour assurer le bonheur de nos enfants, c'est quelque chose qu'on leur montre.
est-ce que vous avez défini et redéfini vos priorités de vie et votre année comme individu, puis ensemble? Et c'est vraiment le bon moment en fait pour le faire. On a encore 3 jours avant la fin du mois de janvier, de se dire, OK, 2020, ça a été vraiment une année vraiment très, très spéciale. Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire qui était tellement important, qui nous a créé des frustrations? Qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on veut pouvoir planifier en fait pour cette année qui va nous permettre justement de nous sentir bien en fait. Encore une fois, cette notion de bien-être et puis de sécurité. Encore une fois, est-ce que vous êtes prêt à lever les tabous, à parler, à éduquer les autres? Est-ce que vous vous sentez suffisamment éduqué vous-même pour parler de carte de crédit, par exemple, à vos enfants? Essentiel, surtout s'ils sont adolescents, si bientôt ils vont aux études. On sait que c'est le moment où les cartes de crédit sont le plus tentantes. Ben, est-ce qu'on est bien au courant? Donc, vraiment de s'évaluer de façon très transparente, de façon très honnête, de façon très bienveillante aussi. Personne n'est parfait. On a tous fait des erreurs, on continue d'en faire. Ce qui est important, par contre, ben, c'est de décider et donc de faire des choix pour soi, des choix avec l'autre en partenariat, des choix pour sa famille. Et là, je parle vraiment de choix, pas de concession, de compromis. Mais quand on a une bonne conversation en fait avec les adultes et les enfants autour de soi, ce qu'on arrive à percevoir, il y a quand même une négociation. Hein. Donc, ce n'est pas des compromis, mais c'est quand même de la négociation. On arrive à se dire, bon, bah, ça, c'est tellement important pour cette personne qui est dans ma vie, on va voir ce qu'on peut faire. Au moins, on voit ce qu'on peut faire. On voit si on peut le faire. On fait ce travail de recherche ensemble, on fait ce travail d'évaluation ensemble. Si ça ne fonctionne pas, ben, la personne, au moins, reconnaît votre effort. Et à partir de là, il y a un terrain qui est plus favorable pour de la négociation et de la communication, encore une fois en bienveillance. Ce qui est très important aussi d'accepter, c'est d'être vulnérable. Quand on dit vulnérable, ça ne veut pas dire faible. Ça veut dire d'accepter en fait qu'on puisse faire des erreurs et que ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est incapable ou qu'on ne vaut rien. Ça aussi, c'est des éléments très importants. Que notre valeur ne soit pas tellement dépendante d'une part de l'argent qu'on gagne ou de l'argent qu'on est capable de dépenser. Puis surtout en tant que parent, on ne veut pas que nos enfants se disent « cette personne-là n'a pas de valeur parce que je ne peux pas avoir… mon père, ma mère, mes parents n'ont pas de valeur parce qu'ils ne peuvent pas m'acheter ça, 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 ça. » On veut vraiment détacher notre rôle de parents, d'éducateurs positifs, de rôle positif dans notre famille, de finalement notre capacité encore à gérer notre argent parce qu'on fera des erreurs à un moment ou à un autre. Je vais juste aller regarder les commentaires rapidement. Alors, je vais regarder les commentaires. Pardon. Alors, l'enregistrement du webinaire. J'ai des questions moyens, j'ai des questions personnelles, moyens créatifs de financement, quelqu'un qui n'a pas d'historique de crédit. Absolument, tout à fait, j'aurai ça. La question du crédit, par contre, c'est une question vraiment spécifique. Je vois qu'il est à 8h10, on a eu des problèmes de connexion. Donc, je vais passer rapidement, surtout quand vous me posez des questions personnelles, enfin en direct, n'hésitez pas à mettre votre courriel. Ça me permettra de vous répondre plus rapidement. Merci beaucoup. Très bien, donc je reprends. Alors, nos enfants dans tout ça, donc on a parlé de nous en tant qu'adultes. Nos enfants, on peut les considérer comme des clients et comme des acteurs. Je dirais les enfants comme clients parce que on gagne de l'argent pour eux aussi. On crée une vie pour eux. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils peuvent être des clients, mais ça doit être aussi des acteurs essentiels. Souvent, quand j'ai eu des discussions, et puis moi-même quand je réfléchissais, ou avec le père de mon fils par exemple, on se dit, oh là là, on a envie de lui offrir des choses, on a envie d'offrir des choses à nos enfants parce que nous, on n'a pas pu les avoir. On a peur de leur dire non, on a peur de leur frustrer, on a peur des cris, on a peur des larmes, on a peur de ne pas être à la hauteur, encore une fois. On a peur de tout un tas de choses, en fait, quand il s'agit d'argent. Parfois, on est fatigué aussi. Et donc, on leur dit, oui, ok, c'est bon, j'accepte. Ou on va passer certaines choses, en fait. Mais c'est important que, oui, on fait les choses pour eux, mais c'est important que les enfants, les adolescents, donc quand je dis enfants, hein, c'est vraiment de 2 ans, on va dire, jusqu'à l'âge de l'adolescence et puis les jeunes adultes, qui se rendent compte aussi qu'ils sont acteurs
essentiel en fait de cet épanouissement. C'est pas nous qui avons la responsabilité totale. Ils ont une responsabilité aussi à prendre et ils sont partenaires à part entière. Donc ça veut dire qu'on doit trouver les bons mots pour leur dire, pour leur parler. Il faut qu'ils aient des limites aussi, qu'ils découvrent, puis qu'ils apprennent à respecter. Donc ça veut dire qu'ils vont pousser, puis que nous, il va falloir qu'on remette nos limites. On le sait déjà, on l'apprend pour tout un tas de choses. Ben, c'est pareil pour l'argent. On le fait par exemple pour leur éviter de traverser quand le feu est, quand on n'a pas le droit encore de traverser, c'est leur sécurité. Ben, on peut leur expliquer aussi qu'au niveau financier, il y a aussi des règles de sécurité à avoir. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, par exemple. Ou sinon, si on prend un crédit, pour ça, ben, on a vraiment prévu comment le faire. Donc, il y a des balises, en fait. On ne va pas acheter 10 jouets. On ne va pas acheter des choses qui ne vont pas utiliser. On ne va pas acheter des choses qui ne sont pas essentielles si on a d'autres priorités, etc. Ils ont des capacités à développer, les enfants. C'est là aussi qu'on les accompagne. Ce n'est pas l'école qui va pouvoir faire tout ça. Le programme de l'école, il est vraiment basé sur des choses théoriques et pratiques. Mais tout ce qui est valeur, tout ce qui est capacité, c'est nous qui leur apportons. Donc, par exemple, la capacité de patienter. Ça, c'est très, très important parce que tout ce qui est épargne, tout ce qui est investissement, ça va passer par cette capacité qu'ils vont développer de patienter. D'accepter le non aussi, c'est très important. De faire passer les priorités à long terme avant le plaisir à court terme. Du plaisir à court terme, un petit peu oui, mais encore une fois, on est dans une situation très, très particulière. On veut pouvoir leur offrir des choses qui sont importantes. Peut-être que c'est de mettre de l'argent de côté, par exemple, pour leurs études, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient endettés quand ils sortent des études. Peut-être qu'on veut pouvoir mettre de l'argent de côté pour qu'ils puissent passer leur permis de conduire dès qu'ils peuvent, etc., etc. Donc ça doit pouvoir prendre la priorité si c'est important pour vous. Hein, ça, c'est vraiment les décisions de chaque parent par rapport à dépenser plus sur aujourd'hui, en fait. Les résultats, ça donne, on espère, cette communication et puis cette approche-là, des enfants qui comprennent les besoins et les priorités au quotidien. Et puis qui se projettent aussi en tant qu'adultes, parce qu'ils vont vous voir faire, ils vont vous voir parler, ils vont vous voir agir, ils vont vous voir compter, faire votre budget, etc. Ils vont pouvoir se projeter, se dire « Ah tiens, c'est comme ça quand on est adulte, puis qu'on veut faire les choses, on marque en fait nos dépenses, puis on les anticipe un peu. » Les enfants et les adolescents aussi vont pouvoir pratiquer des traits de caractère essentiels. Sans rentrer dans le dramatique, qu'est-ce que va être notre vie, qu'est-ce que va être leur vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. On a envie qu'ils puissent apprendre la flexibilité, on a envie qu'ils puissent apprendre l'effort, le goût de l'effort. On a aussi envie qu'ils trouvent leur bonheur ailleurs que dans dépenser de l'argent. Les expériences, les moments, plutôt que le matériel. Parce que ça, c'est là en fait où on prend des risques. C'est votre décision, c'est votre réalité, c'est votre dynamique familiale, mais c'est vrai qu'on veut vraiment faire attention à ce genre de choses. On a aussi le développement d'habitudes, et ça c'est essentiel, parce qu'on le voit nous, si on n'a pas commencé tôt quelque chose, à partir d'un certain âge, ça demande plus d'efforts, pas seulement émotionnel et psychologique, mais aussi physique en fait, pour changer et puis pour mettre en place de nouvelles habitudes. Donc on veut vraiment qu'ils développent des habitudes gagnantes, qu'ils les développent pour éviter les erreurs et puis les errances de l'ignorance. Parce que nous, par exemple, il y avait une question sur l'historique de crédit, avoir un bon historique de crédit quand on n'en a pas encore. On a fait par tâtonnement, on a fait des erreurs, puis on a appris, on a fait des erreurs, puis on a appris. Ce qui est magnifique avec les erreurs, c'est que quand on les partage avec les autres, ça les évite de les faire. Ils en feront peut-être d'autres, mais au moins celles-là, ils ne les feront pas en fait. Ils vont avoir cette habitude, certaines habitudes, par exemple, au moins sur sa carte de crédit, de payer le minimum. C'est vraiment le minimum à faire. On veut vraiment repayer à zéro à chaque fois, mais si on ne peut pas, au moins le minimum. D'aller vérifier ses comptes régulièrement, de prévoir de l'argent de côté pour un certain nombre de choses. On veut vraiment leur donner cette possibilité-là. Et puis, c'est aussi une négociation facilitée au quotidien. Quand il y a un budget, quand on est très ferme sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on ne peut pas faire, j'espère que, comme moi, ça vous donnera la possibilité, pour ceux d'entre vous qui n'arrivent pas trop, de dire non. Désolé, ce mois-ci, ce n'est pas possible, ce n'est pas dans notre budget. Le mois prochain, peut-être qu'on pourra, on va le marquer sur notre liste pour le mois prochain, puis on réfléchira. Par contre, ce mois-ci, qu'est-ce que tu penses d'eux? Donc, on va négocier avec eux s'il y a besoin, mais surtout, ça nous donne la possibilité de ne pas négocier aussi, si on le peut, parce qu'on va pouvoir montrer le papier, par exemple. Le budget, écoute, les parents ont fait le budget, maman a fait le budget, papa a fait le budget.
On ne peut pas. Cette année, ce mois-ci, l'essentiel, c'est d'abord la maison. Tu l'aimes bien. Enfin, on est bien dans cette maison. On veut la garder. La nourriture, on veut pouvoir bien manger et être en santé. Et puis, on a mis la priorité sur tel achat plutôt que tel autre, par exemple. Quand il y a un plan, les enfants le perçoivent, en fait. Et puis, ils sentent qu'il y a moins de marge de manœuvre, en fait, pour pouvoir évoluer là-dessus. Puis, finalement, ils sont aussi acteurs et clients parce que quand on regarde les catégories de dépenses, ben, ils sont concernés partout. L'hébergement, ça va dépendre du nombre d'enfants qu'on a et puis ça va dépendre de leur besoin et puis j'allais dire de leur désir. Il y a certains enfants, quand ils grandissent, ils ne veulent plus partager la chambre. Donc forcément, il va falloir aller peut-être trouver un plus grand appartement ou une plus grande maison si on a 2 enfants ou 3, puis qui ne veulent pas partager les chambres. Il y a une époque où on partageait tous notre chambre et puis on trouvait ça normal. Aujourd'hui, ça peut être différent, encore une fois, selon les familles, selon aussi où vous habitez, parce qu'il y a des endroits où les maisons sont à peu près un peu plus abordables, même si le mot abordable, là, on le redéfinit un petit peu en ce moment avec l'augmentation en fait de logement, c'est encore un autre sujet. La nourriture, forcément, et puis on veut qu'ils puissent bien manger, donc éviter la nourriture qui les ferait grandir en mauvaise santé, par exemple, et leur donner un bon petit déjeuner pour qu'ils commencent la journée, etc. Ça, c'est des priorités. Peut-être qu'on veut aussi, selon nos moyens et puis selon nos valeurs, leur faire manger des produits organiques, par exemple. Ça a un coût. Puis on peut leur expliquer, écoute, papa et maman, ils font attention à ce que tu manges des produits qui t'apportent de la santé, etc. Donc, ça veut dire moins d'argent pour telle chose, par exemple. La garderie, forcément, les transports, forcément, les loisirs, bien sûr, les activités extrascolaires. Et puis, s'il y a des sports, si on a plusieurs enfants aussi, c'est un budget, même si sur cette année, pour certains d'entre nous, c'est quelque chose qui est resté de côté. Et puis, on a surtout l'épargne et puis les projets futurs. Et ça, c'est les nôtres déjà, la retraite pour avoir une retraite confortable et sécuritaire, pour ne pas être un poids, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, sur les épaules de nos enfants. On veut aussi pouvoir leur apporter des choses, nous apporter des choses, peut-être faire un héritage, des choses comme ça. Donc, c'est très important. Puis, quand on parle des enfants, je voudrais aussi parler finalement de la famille élargie, parce que pour certains d'entre nous, on a justement la charge financière peut-être de nos parents qui vivent ici, en Ontario, au Canada, ou bien qui vivent dans nos pays d'origine, pour ceux d'entre nous qui sommes immigrants. On a peut-être des enfants qui sont justement dans notre pays d'origine, qu'on doit soutenir. On a peut-être de la famille élargie qu'on veut soutenir aussi pour lancer une affaire, etc. Donc, toutes ces choses-là, ça fait qu'il faut effectivement bien développer ces projets puis ces budgets pour être sûr de ne rien rater, en fait. Comment est-ce qu'on fait ça? On leur communique, en fait, toutes ces informations. On leur parle des coûts directs et indirects qui sont liés à leurs besoins. Donc, selon leur âge, de façon très adaptée, on peut leur dire, par exemple, l'hébergement. Moi, j'ai posé la question à mon fils il y a quelques temps, puis il était 1 000 $ en dessous pour le loyer. Je lui disais, tiens, tu crois que maman, elle paye combien pour son loyer? Puis il m'a mis 1 000 $ en moins. Donc, je lui dis, non, voilà, tu vois, c'est tel argent, donc ça veut dire qu'il faut telle dépense avec, puis les utilities, c'est ça, et puis c'est ça, et c'est ça. Donc, il y a les coûts directs et puis il y a les coûts indirects. Quand je parle de coûts indirects, c'est par exemple aussi, si je prends l'exemple de mon fils, il y a l'idée que pour certains anniversaires, il y a certaines choses, il y a effectivement, dans ma famille, on a tendance à donner de l'argent en fait, aux enfants. Mais cet argent-là, il va sur un compte en fait. Parce que oui, il pourrait le dépenser tout de suite, mais qu'est-ce que ça serait bien si en fait ça avait grandi pendant quelques années? On fait comme s'il n'existait pas, on fait comme s'il n'existait pas vraiment. On le laisse grandir sur un compte et puis quand il sera plus grand et qu'il aura des vrais besoins, entre guillemets, passer son permis, avoir une voiture ou quoi, il aura ce petit montant. Donc, coût direct, coût indirect, si on a eu des dépenses en fait. Voilà ce que je dépense maintenant, ça veut dire que c'est autant d'argent que je n'ai pas mis de côté. J'ai vraiment de plus en plus, puis vous le sentez, je parle beaucoup de sécurité, je parle beaucoup d'épargne, je parle beaucoup de mettre de l'argent de côté. On veut aussi leur offrir des alternatives au non ferme. Donc, quand on dit non à un enfant ou un adolescent, c'est difficile forcément à entendre. Plus on a d'arguments fermes, mieux c'est. Mais on veut aussi leur donner une alternative à l'intérieur d'un certain périmètre. C'est un petit peu comme un enfant qui veut sortir dans le froid sans veste. On ne lui dit pas
Enfin, on va lui dire, est-ce que tu veux mettre ce pull ou ce pull, par exemple. On lui donne une alternative plutôt que de le braquer sur le non. C'est toujours une bonne façon de communiquer pour éviter les drames, surtout avec les plus petits, en fait. Ça leur donne quand même cette notion de liberté, en fait, au début. Donc, je vais vous montrer juste sur la diapositive suivante une petite astuce, en fait, pour continuer à jouer là-dessus. C'est vraiment pour les amener à réfléchir et prioriser. Et très, très tôt, maintenant, les enfants, 5, 6 ans, 7 ans, ils peuvent commencer à réfléchir à des petites notions, en fait, liées à l'argent. Et quand on prend les adolescents, surtout si on est vers 15, 16 ans, 17, là, pour le coup, c'est vraiment le moment de les pousser à la réflexion. Ils n'entendent pas, parfois, mais on répète. On le dit quand même. Il y a un jour, et puis ça, on le sait pour tout. Ils n'écoutent peut-être pas tout de suite, mais il y a toujours un moment où ça va leur revenir. Ah, tiens, maman m'a dit ça. Ah, tiens, papa m'a dit ça. Les amener à participer aussi, c'est essentiel. Selon leur âge, il y a des petites choses qu'ils peuvent faire. Pour certains, ça peut être, pour les plus petits, ça peut être par exemple parce qu'ils aiment bien garder les choses. En fait, nous, quand on arrive et puis il faudrait qu'on reprenne tous nos tickets, donnez les tickets à un de vos enfants et puis ils les gardent dans une boîte spéciale, par exemple. Puis ils sont responsables de ça. Ou sinon, ça peut être pour les petits, les plus grands, s'il y a un achat important à faire, ils pourraient, par exemple, une suggestion, vous aider à trouver le meilleur prix. Et puis, ils ont une petite commission là-dessus, tout petit montant, pour les aider, en fait, parce qu'ils produisent, entre guillemets, un travail. Ça peut être la possibilité, justement, de les rémunérer, entre guillemets, à la commission. Ce qui m'amène au dernier point, qui est vraiment les amener à gagner leur propre argent. Ça, c'est une grosse conversation à avoir d'abord entre partenaires adultes, et puis après, avec les enfants, je dirais un à un, et puis après, tous ensemble, si vous en avez plusieurs. Mais cette question de l'argent de poche. Il y a une époque où l'argent de poche, on le donnait sans contrepartie. Le mot en anglais, c'est finalement allowance, comme si c'était un droit, en fait. On y a droit. Selon la philosophie de votre famille, selon votre propre philosophie personnelle, selon votre caractère, etc., ça peut être quand même important, même enfant, de commencer en fait à créer cette notion de l'argent ne tombe pas des arbres, entre guillemets. On a toujours des citations qui nous viennent à l'esprit. Et que l'argent, on le gagne. Donc, des petites choses adaptées à l'âge, bien sûr. Plus on grandit, plus c'est important, mais qui leur permettent, en fait, d'avoir cette notion de contrepartie. Tiens, j'ai participé, je suis payé. Par contre, il ne faut pas que ce soit sur les choses les plus simples. Débarrasser la table, ramasser si on a cassé quelque chose, enfin, je ne sais pas, c'est à vous de déterminer ses limites. Ce n'est pas pour les bases. C'est pour quelque chose de supplémentaire. Les plus petits, s'ils ont rangé leurs jouets, pourquoi pas, en fait. On peut considérer que ça peut être un naturel. On peut aussi considérer, quand ils commencent à grandir, que c'est de l'aide, entre guillemets, qu'ils apportent dans la maison qui est un peu plus avancée. Puis on leur donne, puis il n'y a pas besoin de donner beaucoup, en fait, aux tout petits. Ça peut être juste $1 ou ça peut être 50 centimes, peu importe. C'est vraiment cette idée d'échange, en fait, qu'on veut créer. Pour les plus grands, une bonne pratique, comme j'avais quand même beaucoup fouillé, ce serait, si on peut se le permettre, de donner $1 par âge, par année en fait de l'âge, et puis à partir de 15 ans, d'augmenter effectivement, parce qu'on se dit qu'il y aura peut-être, s'ils le pouvaient ou s'ils le peuvent, faire des sorties au cinéma, pardon, ou aller prendre un café ou un verre ou quelque chose en fait avec leurs amis par exemple, ou s'acheter un vêtement pour eux. Il y a un certain âge par contre où les vêtements, on assure en tant que parent le minimum. S'il y a quelque chose en plus, il faut qu'il y ait une contrepartie en fait. Ça vous permet vraiment vous aussi de contrôler en fait cet argent-là, votre budget, puis de mettre une enveloppe pour les enfants, chacun des enfants selon leurs besoins, selon leur âge, et puis d'avoir cette notion de partenariat en fait avec eux. Donc pour les petites, pour les petites astuces entre guillemets, j'en ai déjà partagé une. Il y a autre chose que j'ai pas partagée. Pour l'argent de poche, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on a deux façons de gagner de l'argent quand on est adulte. On peut être entrepreneur, on peut être employé, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent et puis on reçoit un salaire. On peut être aussi entrepreneur. Puis l'entrepreneuriat, c'est très à la mode chez les adultes et puis chez les enfants, cette idée qu'on va créer son propre emploi. Donc, accompagnez aussi vos enfants dans cette notion d'entrepreneuriat. Ce n'est pas juste vous qui allez leur donner des tâches. Peut-être qu'eux-mêmes peuvent faire le tour de la maison ou faire le tour de la communauté ou quoi, et identifier un besoin. Et puis, développer en fait une offre par rapport à ça. Il y a des enfants qui ont 10 ans,
Puis parce qu'ils ont appris un petit peu à l'école, dans les conseils scolaires, on fait ça de plus en plus, à utiliser un peu Scratch ou des choses comme ça, ils développent des petits jeux, puis ils se font payer pour ça. Ou bien ils font des petits travaux à droite à gauche, puis ils se font payer un petit peu pour ça. Avec le Covid, dépendamment là aussi de la région dans laquelle vous habitez, c'est peut-être plus compliqué. Mais apprenez-leur ce genre de choses, en fait, c'est important. Puis j'ai mis le mot équité, parce que je regardais encore sur le journal un peu plus tôt, sur les nouvelles, pardon, un peu plus tôt ce matin. Il y a une nouvelle étude qui est sortie en France qui montre que même à l'âge de 8 ans, aussi jeune que 8-9 ans en fait, les filles ont tendance à recevoir moins d'argent de poche que les garçons. On le sait, c'est un vrai problème encore aujourd'hui dans la société canadienne. Les femmes ont tendance à être sous-payées, parfois dans le même secteur, aussi parce qu'elles ont tendance à être dans des secteurs qui sont sous-payés. Donc la construction est très bien payée, le secteur du soin et de l'éducation l'est beaucoup moins. Alors que pourtant, on le voit bien avec la pandémie, il y a vraiment une égalité en fait d'importance. On a besoin de construction et puis on a besoin de personnes dans nos hôpitaux et dans nos écoles pour travailler. Donc, il semblerait que cette même notion, en fait, puis je regardais, je cherchais aussi si c'était le cas au Canada ou en Amérique du Nord, puis j'ai retrouvé des statistiques de 2019-2018 qui montraient les mêmes choses pour nos pays, en fait, donc Canada, États-Unis, les pays où nous vivons. Parce que en fait, les jeunes filles, les petites filles ou les jeunes filles ont tendance à préférer les travaux ou les tâches qui se font dans la maison, et les garçons vont avoir tendance à préférer les tâches qui se font à l'extérieur. Donc, tondre la pelouse si on est dans une maison, ou si on est dans un quartier résidentiel ou des choses comme ça, ou laver la voiture ou peu importe. Et du coup, nous, parents, il semblerait que nous reproduisons en fait les mêmes différences. Vous voulez absolument pas que ce soit le cas. Vous voulez vraiment qu'il y ait une équité. Donc, l'équité, c'est différent de l'égalité. L'équité, c'est vraiment de pouvoir remettre, en fait, au même niveau par rapport aux situations personnelles. Donc, ayez cette réflexion aussi au sein de votre famille. Si vous avez un garçon et puis une fille, vous dire, est-ce que j'ai un biais? Est-ce que j'ai des stéréotypes, en fait, par rapport à ce qu'ils peuvent faire? Puis, si vous pouvez pousser l'un et l'autre, dépendamment là aussi de votre façon de voir, c'est une suggestion, mais je pense une suggestion quand même importante dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est d'inverser les rôles, entre guillemets, les rôles traditionnels, parce que il est aussi important, et puis on voit le nombre de toute façon de personnes qui s'en plaignent à l'âge adulte, puis on veut nos enfants heureux, il est tout aussi important qu'un garçon apprenne à faire les tâches de l'intérieur de la maison, entre guillemets, et que la fille apprenne à faire les tâches de l'extérieur de la maison. Puis on est en 2021 et puis on se pose encore ce genre de questions, mais c'est important d'avoir cette réflexion. Il est 8h30, je vous demanderai 15 minutes supplémentaires, si vous le pouvez. Je vois qu'on est vraiment 48 en fait connectés tous ensemble. C'est magnifique. Merci beaucoup d'être présents ensemble. Je vais très vite, malheureusement, pour essayer de rattraper justement le petit problème technique qu'on a. J'essaierai aussi de prendre quelques questions, donc j'espère pouvoir finir d'ici 15 minutes, si vous voulez bien. Comment est-ce qu'on va interagir avec nos enfants? Donc, je donnais quelques petits exemples. Là, j'ai quelques images aussi. Et puis, ça peut toucher aussi bien l'éducation que d'autres aspects. Donc, au niveau de l'éducation, si vous regardez, j'ai mis une image en fait de ce jeu qui veut gagner Maintenant, j'ai un doute. Je crois que ça s'appelle Qui veut gagner des millions. Et ce jeu-là, il est intéressant en fait à reproduire en fait dans la maison. Ce qu'on veut, même pour les jeunes enfants, même pour les adolescents, c'est d'avoir quand même une notion de jeu. Parce qu'on n'a pas envie que ce soit une punition pour nous-mêmes. Déjà, pour nous, c'est difficile de parler d'argent, c'est difficile d'aller trouver et faire son budget, etc. Donc, on veut qu'il y ait un jeu autour de ça. Quand on va s'éduquer nous-mêmes, puis quand on va chercher à, du coup, partager en fait ces informations avec nos enfants, plutôt que de les asseoir de façon très, très sérieuse, écoute, il faut que je te parle, voilà le taux d'intérêt, etc., etc., pourquoi pas se dire qu'on va faire. Et là aussi, c'est cette idée de moment, en fait, d'expérience en famille qui est tellement importante. On va se faire un jeu. On va inventer un jeu en famille. Et puis, même les ados qui font la tête, là, ça leur fait toujours à un moment un petit peu de bien, en fait, d'interagir différemment avec les parents. Pour les jeunes, ils sont toujours très contents qu'on passe du temps avec eux, surtout si on est très pris par son travail. Et je pense que mon fils va être très en colère après parce que sa pizza est arrivée en retard, donc il n'a pas encore mangé. Mais bon, je me rattraperai en jouant et puis en passant un petit peu de temps avec lui. J'espère qu'il me pardonnera. Mais en tout cas, prenez par exemple un jeu comme Qui veut gagner des millions et puis inventez une question et proposez 4 réponses. Je vous disais tout à l'heure, par exemple, que j'avais demandé à mon fils,
tu crois que maman, elle paye combien comme loyer, en fait, par mois? On peut très bien imaginer que vous faites ça en forme de jeu. Puis vous avez quatre cartes, ou peu importe, ça peut se faire à l'oral, ça peut se faire à l'écrit, vous utilisez des cartes, vous utilisez juste des morceaux de papier sur lesquels vous écrivez, mais vous pouvez mettre 25 $, 2500, 56 000 et puis 100 000, peu importe. Surtout pour les petits, parce que ça leur apprend aussi la valeur des choses, en fait, la valeur des nombres. Vous pouvez faire ça avec la carte de crédit, le taux d'intérêt pour les jeunes, par exemple. Vous pouvez leur créer un petit peu une 4 séries de questions là, que vous leur présentez exactement comme ça, comme si c'était le jeu, en leur disant, bah, tu penses qu'une carte, si tu mets 1 000 $ sur ta carte de crédit ou 1 500 $ sur ta carte de crédit, bah, combien tu as à la fin. Puis si c'est un jeu, forcément, il faut une petite récompense. Donc ça peut être quelque chose de très drôle et puis qui ne coûte pas grand-chose, ou ça peut être finalement une expérience aussi intéressante parce que ils auront gardé leur focus pendant très longtemps. Quelque chose que vous deviez dépenser de toute façon, mais vous voulez juste le rattacher peut-être à l'activité. Je ne sais pas si vous aviez l'intention de, une fois par mois, de leur faire, par exemple, je sais pas, un achat de fast-food, par exemple, même si on voudrait s'en passer, ça dépanne et puis ça fait quand même plaisir de temps en temps. Bah, tiens, si vous répondez bien, si vous répondez aux questions, on va aller à tel endroit. Donc, juste pour faire un petit peu de fun. Ce qui est très important aussi pour les enfants, et c'est pour ça que je mettais les Scrabble, mais il y a des mots qu'il faut comprendre. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit, que nos enfants grandissent, les mots deviennent de plus en plus complexes. Donc, deux façons de l'apprendre, ça peut être juste le vocabulaire, ça peut être aussi finalement de leur mettre les lettres. Je vais chercher un peu loin, mais on veut être créatif, en fait, de leur mettre les lettres. Donc, le mot budget, par exemple, bah, c'est B-U-G... budget. Wow. B-U-D-G-E-T. On peut aussi faire de l'épellation, d'ailleurs, des concours d'épellation. Mais on peut mettre ces mots-là et puis leur dire, écoute, il y a un mot là, il y a un mot en lien avec l'argent, est-ce que tu vas pouvoir le trouver? Et puis on veut le faire en français, on veut aussi le faire en anglais peut-être, on veut aussi s'amuser à le faire en anglais. Il y a des mots comme TFSA, c'est le CELI en français, mais quand on va à la banque, peut-être qu'on on le dira en anglais ou en français, dépendamment comment est-ce qu'on reçoit nos services. Donc ça, c'est important. Ce que je mettais au milieu, c'est ces fameux pots en fait qu'on peut avoir dans la cuisine. Il y a une époque où on utilisait beaucoup d'argent liquide. Donc, les enfants, les ados le voyaient, en fait, cet argent liquide. Aujourd'hui, on n'en a presque plus. Beaucoup d'entre nous utilisons nos cartes de débit, nos cartes de crédit. C'est important, c'est essentiel, en fait, que les enfants aient quand même ce contact physique avec l'argent parce qu'on voit mieux, on saisit mieux ce qu'on voit. Quand on tape juste avec la carte de crédit, surtout pour les plus petits, même à 12 ans, ils n'ont pas conscience que c'est rattaché à un compte. Parce que c'est que du tap. Et d'ailleurs, au Canada, on est le pays où, en proportion, on utilise justement le plus l'argent immatériel. On veut qu'il y ait cette notion d'argent matériel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est des jarres, comme vous le voyez sur la photo. Et puis, on peut mettre leur propre épargne, même si c'est sur un autre compte ou si c'est un projet sur lequel on est en train de mettre de l'argent à la banque, qu'ils ne voient pas. On peut quand même avoir ce pot. On a l'étiquette qui précise exactement nos priorités, puis on peut en avoir autant que de priorités. Ce n'est pas forcément leur priorité, c'est aussi les nôtres en tant que parents. Puis on les met bien visibles. Et on met un des enfants responsable, une fois par mois par exemple, d'aller prendre. On peut faire en fait avec les enfants ou avec les plus jeunes ou les moins jeunes, ça dépend. On peut trouver en fait quelque chose qui fonctionne. Ça peut être des petites billes, ça peut être des morceaux de papier roulés en boule, ça peut être des guirlandes, peu importe. Mais ce qu'on veut pouvoir faire en fait, c'est mettre quelque chose physiquement dans la jarre, dans le pot, à chaque fois qu'on fait une action en fait sur le compte. Surtout si c'est leur argent de poche, par exemple, ça peut être très intéressant, à moins que vous leur montriez en fait sur une application ou sur le site internet exactement l'action en fait que vous faites. On veut vraiment que ce soit très très visuel. Et puis le dernier, alors j'ai pas trouvé la meilleure image et malheureusement j'ai pas eu le temps de le faire moi-même, mais là c'était vraiment pour les limites en fait et puis pour leur donner effectivement des balises, des frontières. Quelque chose qui peut être très intéressant quand vous travaillez le budget, c'est justement ce budget sur tout ce qui est loisirs et puis un peu dépenses en plus. Donc notamment pour ceux d'entre nous qui font du Uber Eats par exemple, de la livraison de nourriture à domicile parce que parfois ça fait plaisir, la soirée pizza. Mais on peut
faire une fiche sur notre ordinateur ou même juste l'écrire, ou c'est les enfants qui vont les dessiner par exemple, avec marqué soirée pizza. Puis vous voyez comme en fait en bas, on a ces petites... c'est un peu comme quand on va à l'épicerie ou quoi, et puis on trouve ces papiers avec des gens qui nous proposent de faire du babysitting, de la garderie, ou bien qui nous proposent de faire des travaux chez nous, etc. Et plutôt que de nous faire réécrire, ben, ils ont préparé en fait les petits papiers. C'est comme des bons. Ben, vous pouvez déterminer, OK, dans l'année, on va avoir 8 soirées pizza, ou on va en avoir 12, ou on va en avoir 20 2 fois par mois, peu importe, c'est vous qui décidez par rapport à votre budget là aussi, mais vous voulez que ce soit visible en fait, leurs droits, entre guillemets. Ben, vous imprimez le papier, vous coupez autant de fois qu'ils vont pouvoir avoir de pizza par exemple dans le mois, dans l'année, hein, pas forcément dans le mois. On veut vraiment qu'ils puissent se projeter, encore une fois, sur une longue période, parce que ça apprend de la patience, ça apprend le contrôle, etc. Puis même pour nous, ça nous permet de mieux voir, en fait, sur l'année, parce qu'on peut se dire, bah, tiens, je vais faire ça 3 fois dans le mois, et puis ça ne veut rien dire. Mais en fait, quand on additionne, c'est vraiment des petits montants qui deviennent très gros. Donc, on veut le faire sur l'année. Et à chaque fois qu'il y aura une soirée pizza, ou qu'ils veulent une soirée pizza, bah, ils vont déchirer le papier. Puis ils voient, ah, finalement, on en a eu 3, ou on en a eu 4, on en a eu 5. Ça permet aussi de se rappeler de ce qu'on a eu, parce qu'on est dans l'instantané. Et les enfants se rappellent, les ados surtout aussi, se rappellent pas toujours de ce qu'on a fait pour eux, de ce qu'on a acheté pour eux, de ce qu'ils ont eu, etc. Donc ça permet de le rendre très, très physique, très visuel. On veut que ça puisse être le plus visuel possible. Puis cette idée-là, ça marche pour les pizzas, ça peut marcher pour tout un tas d'autres choses. Quand on le pourra, les cinémas, je suis désolée, je continue de dire quand on le pourra, parce que j'habite à Mississauga, donc j'ai du mal même à voir, même si je lis la presse, à voir ce qui est à nouveau possible à Windsor, par exemple, ou à Timmins, ou North Bay, ou Hawkesbury. D'ailleurs, tiens, je serais très, très curieuse si vous pouvez écrire dans les commentaires, me dire d'où est-ce que vous vous connectez, même si on le verra, je pense, avec les sondages. Ce qu'on peut faire aussi, c'est leur propre budget. Et puis, quand il s'agit des enfants, c'est très facile, on n'a pas besoin de faire beaucoup, beaucoup de cases. On peut avoir cet exemple-là, par exemple, où on a combien j'ai d'argent sur le compte, ou bien parce que les grands-parents ont donné un petit peu d'argent, parce que les parents ont donné un petit peu d'argent, ou les amis, peu importe. Qu'est-ce que je veux acheter? Puis, l'enfant ou l'adolescent doit réfléchir à 3 choses. Puis, ça peut être refait comme ils le veulent, hein, les dessins. Ils les font à leur couleur, avec leurs stickers, enfin, peu importe. Qu'est-ce que je veux absolument acheter avec mon argent pour le mois qui vient, pour le trimestre qui vient, etc. Combien est-ce que ça va coûter? Puis on leur demande 3 choses, pas 10, 3. C'est un peu plus 15, ça demande plus de réflexion, de priorité, etc. On leur demande de faire le calcul, quel est le total, combien d'argent reste, ça aussi c'est important. Et puis qu'est-ce que je vais faire avec l'argent qui reste? Est-ce que je l'épargne? Est-ce que je le dépense? Au-delà de l'épargne et de la dépense, puis c'est dommage, c'est trop, enfin, je l'ai juste là, mais je n'irai pas le chercher pour être consciente du temps. Il n'y a pas juste dépenser ou gagner de l'argent quand on parle à des enfants. Il y a aussi donner. C'est une valeur très importante, ça, la donation. Quand on a les moyens de le faire, c'est important de pouvoir le faire. Quand on a les moyens de le faire. Donc, de donner, leur donner cette habitude-là aussi, ou leur transmettre cette valeur. Et puis, en fait, d'investir. Et si vous avez des enfants qui vous disent « je veux investir », s'ils ont un certain âge, n'hésitez pas à leur ouvrir un compte en banque. D'ailleurs, un compte en banque, c'est aussi une belle activité à ouvrir avec un enfant ou un ado. Mais s'ils le font et puis qu'ils sont tout petits, ben vous leur rajoutez juste quelques petits cents, en fait, quelques petites pièces si vous en avez. Eux, ils ne vont pas forcément... Enfin, vous voulez qu'ils comptent, mais c'est vraiment cette idée-là que si on laisse quelque chose dans la case investir, ben ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai une tirelire, en fait, qui montre justement les quatre parties. Pour se préparer, pour se comprendre, pour se faire face, on va se parler, on va trouver le bon moment pour se parler. Je passe sur ces diapositives, comme je suis vraiment consciente du temps qui passe. Je vous laisserai y revenir sur celle-ci. Celle-là, c'est aussi d'autres activités, en fait, et puis des questions à se poser pour faire ce qu'on appelle un vision board. Donc, le vision board, c'est en fait un panneau que vous pouvez acheter chez Dolorama, pour ne pas citer, mais ça n'a pas besoin de coûter plus de 2 ou 3 dollars, où vous allez poser des photos, des mots, etc., qui vont être importants pour vous et puis pour votre famille. Donc, les questions qu'il y a là et les ressources, notamment 2, c'est pour se connaître et se découvrir. Pas seulement soi, mais aussi son partenaire, sa partenaire, puis ses enfants. Donc, il y en a un, ça s'appelle 16 Personalities, puis ça vous permet justement il y a 16 personnalités qui sont développées, puis vous aurez un code de 4 chiffres.
vos enfants auront un code de 4 chiffres, votre partenaire, si vous en avez un, ou vos amis adultes ou votre soutien, votre groupe de soutien là autour de vous, ils vont avoir 4 chiffres, 4 lettres, pardon. Puis, je vous invite en fait à taper ces 4 lettres dans un moteur de recherche et puis de rajouter budget ou dépenses ou argent ou money. En anglais, ça aidera parce qu'il y a plus de ressources en anglais malheureusement là-dessus. Puis ça vous donnera tout un tas d'idées sur votre caractère et votre relation à l'argent. C'est assez bluffant, ça marche vraiment beaucoup. Il y a un autre lien que je mets, ça s'appelle 5 Love Languages. C'est tiré d'un livre, Les 5 langages de l'amour. Il y a 5 façons en fait de partager, de montrer notre amour à quelqu'un. Il y a le toucher, il y a les actes de service, il y a de faire des cadeaux, il y a de passer du temps et il y a de parler. C'est important de savoir nous ce qui nous fait réagir, ce qui nous fait nous sentir aimés. C'est important de savoir ce qui fait nos partenaires se sentir aimés. Ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est qu'il existe aussi ce test pour les enfants. Faites-le, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Moi, j'étais persuadée, je partage encore ma vie personnelle, mais c'est ce qui rend aussi, je pense, les choses très concrètes. J'étais persuadée que mon fils, c'était tel et tel. Je respecte quand même sa propre personnalité, donc je ne vous dirai pas. Mais j'étais persuadée que la meilleure façon que j'avais de lui montrer que je l'aimais, c'était de faire ça et de faire ça. Et j'ai répondu aux questions de mon côté. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée. Moi, j'ai répondu d'abord, puis après, je lui ai demandé de répondre. Et il y avait tout un tas de choses que je n'avais pas compris, en fait, de mon fils, ou d'ailleurs, c'est pareil, des enfants qui sont autour de moi. Et du coup, ça permet, au-delà justement de faire un cadeau matériel, de savoir qu'est-ce qui est important pour les personnes autour de nous. Parce que passer du temps, ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas d'argent. Mais c'est un investissement de temps qui rapporte beaucoup. Faire des compliments à quelqu'un aussi, ça peut nous éviter parfois de faire une belle lettre, faire quelque chose de maison, d'aider quelqu'un. Ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir mettre de l'amour en fait dans toute cette question-là, dans la famille, puis pouvoir se le partager, se l'exprimer en fait les uns les autres comme il le faut. Les incompréhensions viennent souvent de là. C'est qu'on n'a pas forcément les mêmes langages, on n'a pas les mêmes personnalités, donc on ne réagit pas aux mêmes choses. Et puis même quand on voit nos enfants, on a un enfant qui a tel caractère, puis qui a besoin de ça, ça, ça et ça. Et puis on a un autre enfant qui a tel caractère, et puis lui, c'est ça qu'il veut faire dans sa vie, par exemple. Quoi. Donc on s'adapte à nos enfants, c'est important qu'on s'adapte aussi à nos partenaires, donc pour avoir cette bonne cohésion en fait familiale, parce que tout ne s'achète pas encore une fois. On peut faire le portrait chinois du quotidien. Donc, si j'étais une pièce de la maison, si j'étais une nourriture dans le frigidaire, si j'étais un moment de la journée, etc. Ça aussi, ça va nous permettre de voir ce qui est le plus important pour nos enfants, la nourriture qui est le plus important pour nos enfants. Puis, à partir de là, on peut commencer à parler d'argent et puis de nourriture, par exemple. On veut aussi, de l'autre côté, déterminer ce qui nous crée de la frustration, de la peur, de la colère, etc. De quoi je peux absolument pas me passer. Ça, c'est une bonne question. Parce que l'année dernière, ça a été très dur. Puis il y a peut-être des choses qu'on se dit, mon Dieu, ça, qu'est-ce que ça m'a manqué? Ou au contraire, ça, je pensais pas pouvoir m'en passer. Puis finalement, je me suis très bien débrouillée sans. Ça aussi, on veut le noter quelque part, puis on veut le partager avec les gens autour de nous, parce que ça va influencer nos dépenses et la façon dont on alloue notre budget. Donc, je vous demanderai de réfléchir ensemble, de votre côté, l'argent, ça représente quoi? C'est quoi la vraie valeur de l'argent pour vous? Pour votre partenaire, ça représente quoi? Pour votre communauté, vos amis, ça représente quoi? Puis peut-être que vous allez devoir faire des choix du coup, parce qu'on a des amis, on a parfois des situations dans nos communautés qui nous poussent à dépenser plus d'argent que ce qu'on a. Puis c'est très contre-productif, ça, pour notre bonheur, pour notre sécurité, pour notre santé mentale, pour notre santé financière, etc. Souvent, on dit on passe beaucoup de temps à dépenser de l'argent pour des gens qui... pour qui ça ne change pas forcément grand-chose en fait. Donc on veut se poser cette question-là au-delà de notre cercle familial. On veut aussi travailler sur notre communauté par exemple. Et puis pour vos enfants, qu'est-ce que ça représente l'argent? Et de qui et avec qui est-ce qu'ils sont en train d'apprendre cette valeur-là? Et quelle est la valeur justement qui leur est transmise aujourd'hui pour que vous puissiez éventuellement les rétablir ou les remettre entre guillemets sur un chemin qui correspondrait plus. Donc on redonne en fait un sens à l'argent. Ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est justement établir vos priorités, vos rêves, et puis mettre des images en fait là-dessus. Donc on parle beaucoup, pour ceux qui ont l'habitude, quand on développe des priorités, on parle beaucoup des objectifs SMART. Donc ça parle à la tête.
faut que ce soit spécifique, mesurable, réaliste, temporel et puis bien axé sur notre besoin en fait. Donc ça peut être d'ici 6 mois, je veux avoir baissé mon niveau de dette de 50%. Ça, c'est un objectif SMART. On a un tarif, on a un prix, on a une date, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi les objectifs WHOOP, surtout pour les enfants, parce que c'est pas spécifique, mesurable, c'est un wish. J'ai gardé le mot en anglais parce que sinon je perds mon acronyme de WHOOP. C'est un rêve, c'est un souhait. On décide, on demande aux enfants de décider ce qui est important pour eux. On leur demande de visualiser le résultat. On leur demande aussi, par contre, puis ça marche très bien pour les adultes aussi, d'identifier quels sont les obstacles internes et externes, les embûches. Par exemple, s'ils veulent pouvoir mettre de l'argent de côté pour acheter un jeu vidéo, par exemple, qui va coûter 40 $, ils peuvent s'imaginer effectivement d'ici 3 mois, par exemple, jouer à ce jeu vidéo parce qu'ils auront mis de l'argent de côté ou ils auront gagné de l'argent en travaillant pour vous, avec vous dans la maison, etc. Mais quelles sont les embûches? Ils vont peut-être avoir des tentations entre-temps. Ils veulent identifier ces tentations et voir le plan. S'il y a cet obstacle-là, si finalement, je pensais pouvoir faire tel travail ou tel travail, et puis ça n'a pas marché, donc je n'ai pas l'argent que je veux à cette date, quel est mon plan B, entre guillemets. Puis ça marche très bien pour les adultes aussi. Si je reprends l'exemple un peu basique, finalement, de la perte de poids, ce n'est pas juste de visualiser avec le poids qu'on veut santé, c'est aussi de se dire quelles sont mes tentations, puis quel est mon plan B. Si je sens cette tentation, si je sens que je reviens à telle chose, quel est mon plan B? Donc, c'est très, très différent comme approche par rapport au SMART. Si vous avez effectivement ce type de conversation avec vos enfants et avec vous-même, vous allez être capable de mettre des mots, vous allez être capable de mettre des images et c'est ça qui est important de garder à l'esprit en fait pour discuter en fait avec les enfants. Donc, ça peut donner par exemple, quand on est avec les jeunes, ça. Vous voyez, ce n'est pas juste des choses qu'on dépense en fait. Il y a effectivement, alors désolé, c'est en anglais encore, mais c'est vrai que beaucoup, quand il s'agit d'argent avec Vision Board, il y a encore trop de ressources qui existent en anglais, pas assez en français, pardon. Donc, je ferai un Vision Board pour la prochaine fois. Mais on voit par exemple cette jeune fille qui a mis d'apprendre à faire du ski, qui se met en super-héros, qui adore le soccer, qui voudrait faire du paddle. Qui met aussi des mots de leadership, des mots de confiance, brave, goal, etc. Donc, c'est aussi vraiment une façon de développer son leadership, de développer sa confiance en soi quand on est adolescent, quand on est jeune, quand on est twin, entre les deux. Nos amis, la famille, on veut mettre ses expériences, on veut mettre ses moments. Ce n'est pas juste des choses qu'on achète, c'est aussi des choses qu'on vit. Cette expérience-là, ça leur permet de remettre une valeur différente avec l'argent. Puis, vous pouvez faire la même chose avec vous. Ça serait très important, ça leur ferait plaisir aussi. Puis ça leur permettrait de communiquer en fait avec papa et maman différemment de ce qu'on fait d'habitude en fait. C'est pas juste le travail, on est autre chose, on a nos goûts, on a nos propres activités, on a nos passions, on a nos rêves. C'est important aussi de le partager ça avec nos enfants. J'aurais voulu vous demander quelles étaient vos propres idées, vos propres moments, vos propres émotions. J'espère avoir l'occasion de le repartager différemment. Redéfinir votre approche du budget, puis je m'arrêterai là du coup, c'est, comme je le disais, d'avoir un projet, un budget annuel en fait. Ça fait vraiment une grosse différence. Au-delà d'en parler avec vos enfants, ça vous apporte vraiment une visibilité importante. Donc, 2 choses pour ça, pour le faire vraiment par petites étapes en fait, pour le rendre plus digestible en fait, ce projet de commencer à construire ce budget en famille. D'abord, on prend un calendrier annuel qui va vous coûter pas plus de 3 $, là, Dollarama ou dans les Dollar Store. D'ailleurs, quand je dis calendrier annuel, c'est idéalement celui-ci. Moi, j'en ai 2, comme ça, j'en ai un pour mon budget qui est juste devant, et puis j'en ai un autre pour mes projets de travail, en fait. Donc, vous voyez, ceux-là, c'est grand. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on a plusieurs lignes, en fait, pour écrire. Et puis, ce qu'on fait ici, là-dessus, on marque nos dépenses et nos revenus fixes. On sait pour l'année, surtout si on est employé, en fait, à quel moment, à quelle date, est-ce qu'on reçoit nos salaires, n'est-ce pas? Donc, vous allez mettre vos salaires, vos dates de salaire. Ok, je reçois mon salaire le 8, je reçois mon salaire le 22. Mon partenaire ou ma partenaire reçoit son salaire le 12 et puis le 26. Parce que ce n'est pas toujours la même chose, n'est-ce pas? Donc, ça, vous le mettez dans une couleur. Pour les 12 mois, hein, vous voulez vraiment le faire pour les 12 mois. Et puis, on sait aussi à quelle date on paye notre électricité, à quelle date on paye notre téléphone, à quelle date on paye nos impôts, à quelle date on paye nos assurances, etc., si on en a. Mais ça aussi, en fait, vous le mettez sur votre tableau.
Qu'est-ce que ça va nous aider à faire? Ça va nous aider à faire en fait le calcul, le total de nos revenus, parce que souvent, et puis vous prenez vraiment votre salaire, hein, votre fiche de salaire, et vous mettez ça au crayon. S'il y a besoin de faire des petits changements de dernière minute, enfin au moment où vous le recevez sur votre compte, vous pouvez réajuster au centime. Mais ça vous permet d'abord d'avoir tous vos revenus pour toute l'année, et puis après d'avoir vos dépenses fixes essentielles pour le loyer, par exemple, vous le mettez là aussi. Puis vous voyez déjà comment est-ce que vous vous positionnez en termes de ratio. Et ça, on ne le sait pas si on fait juste le budget annuel, en fait. On veut vraiment, budget mensuel, pardon, on veut vraiment faire votre budget annuel. Donc, les dépenses de logement, dépenses de nourriture, etc. On ne calcule pas, beaucoup de gens vous disent, calculez toutes vos dépenses des 3 derniers mois. Souvent, quand je dis ça, les gens s'arrêtent et puis ils me disent non, ça va me prendre trop de temps. Je vais vous demander de choisir 2-3 catégories maximum et puis effectivement de faire ce calcul-là sur les derniers mois parce que ça va vous donner une bonne idée de combien est-ce que vous remettez d'argent pour votre budget annuel, enfin budget sur l'année et puis votre budget par mois en fait. Ce que vous voulez aussi placer sur ce budget annuel, c'est vos grands moments, les anniversaires, les fêtes, etc. Parce que ça aussi, on veut pouvoir le diviser en fait en 12 par exemple, et puis créer ce qu'on appelle un sinking fund. Donc c'est un argent, c'est un compte à la banque, un e-saving par exemple, qui serait gratuit, sur lequel vous mettez un petit peu d'argent chaque mois pour payer des grosses dépenses que vous avez dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois. Ça, c'est extrêmement important pour éviter d'utiliser sa carte de crédit par exemple, puis d'être dans la dette. Donc si on anticipe, on est bien. Et puis ce qu'on regarde, à partir de là, on a fait nos dépenses essentielles sur toute l'année, on commence déjà à réfléchir, à se dire on en est où? Est-ce qu'on est déjà très très serré? Si on est très très serré, ça veut dire qu'enfin, on sait sur l'année, vous voyez, vous regardez si je gagne 45 000 à l'année ou 75 000 à l'année ou 23 000 ou 150 000 et puis que mes dépenses à l'année, elles représentent déjà 75% de ce que je gagne. Puis ça, c'est un calcul qu'on peut faire très facilement en ligne. Hein. Vous avez des calculateurs. Si vous faites calculateur pourcentage, vous rentrez juste les chiffres. Si on ne se rappelle pas de la formule soi-même. Mais ça nous donne déjà une idée sur ce qu'on appelle les dépenses flexibles ou les discrétionnaires. Puis ça, c'est effectivement les vêtements. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les vêtements, les coiffeurs, les sorties, les activités sportives, etc., etc. On veut aussi, donc, pendant qu'on fait cette première étape du budget annuel sur les principales dépenses fixes et anticipables, donc les dépenses vraiment essentielles, on fait à côté de ça, on commence à investiguer. Donc, c'est votre colonne de droite. On investigue et on enquête parce qu'on a récupéré chez un peu tout le monde de la famille les priorités, les rêves en termes d'épargne. Ça, on le traduit en fait en termes d'épargne, en termes d'achat, en termes d'investissement. On le met en chiffres, puis on prend son temps, on compare, on négocie, on recherche, éventuellement avec les experts. Parce que si aujourd'hui, vous vouliez travailler votre retraite ou votre épargne ou une assurance quelconque, votre conseiller financier va vous demander où est-ce que vous en êtes dans votre budget. Puis si vous n'avez pas fait tout ce travail-là, il va vous demander vos priorités pour les 5 prochaines années, 10 prochaines années, 20 prochaines années, etc. Si vous n'avez pas fait le travail à l'avance, son apport en tant qu'expert va être vraiment minimal. On veut maximiser en fait l'expertise que les autres vont nous ramener. Pendant le même mois, on marque nos dépenses variables et discrétionnaires sur un papier. Pas sur une application, ça devient très compliqué. Vous voulez le faire sur un papier, tout simplement, papier-crayon, et chaque membre de la famille va le faire. Après, vous discutez et vous voyez ce que ça donne. Vous chargez aussi vos enfants, surtout s'ils sont ados, d'aller chercher des informations sur les activités gratuites que vous pouvez faire, sur les échanges que vous pouvez faire, peut-être au sein de la famille ou avec les amis, pour échanger les jouets entre les enfants. Puis vous leur en parlez, vous leur dites, écoute, qu'est-ce que ça vaudra le coup que je t'achète un jouet à 20 $ si ton copain en a un, puis vous échangez, puis ça vous permet de gagner, d'avoir encore plus de jouets finalement, ou d'autres membres de la famille par exemple. Et puis vous voulez aussi aller chercher les choses en ligne. Vous voulez devenir en fait vraiment des investigateurs en fait, et puis des enquêteurs pour aller chercher ce qui peut être gratuit. Quand on fait son budget, on oublie qu'on peut avoir des choses gratuitement. Je pense par exemple aux activités culturelles.
nos organismes communautaires francophones se démènent pour essayer de nous offrir quelque chose de sympathique, en ligne en plus en ce moment beaucoup, mais après on a des concerts de temps en temps, on a des choses à prix réduit, parfois aussi ils reçoivent des billets gratuits pour nous faire profiter de certaines choses, ou sinon il y a des systèmes d'abonnement, etc. Donc on veut aller chercher ce genre de choses pour profiter effectivement de l'utilisation de l'argent public. Les librairies pour aller acheter au lieu d'acheter des livres, d'aller les prendre gratuitement. Donc dans votre budget, faites aussi une colonne gratuit, réduit, échange, etc. pour vous amuser entre guillemets avec ça. Puis très souvent aussi, c'est une nécessité en fait, ça nous permet de récupérer un peu plus d'argent qui fait la différence quand il s'agit de réduire nos dettes par exemple. Puis je sais, il va falloir que je m'arrête. Ça ressemblerait à ça, en fait, votre calendrier mensuel, annuel, et puis mensuel. Ce qui est très important quand vous allez faire votre calendrier annuel, c'est que vous allez aussi voir par rapport à l'argent que vous recevez dans le mois, à quel endroit se positionnent vos factures. Parce que ça aussi, quand on fait notre fonds de roulement, ce qu'on appelle le fonds de roulement, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, c'est important. Moi, il y a des fois où quand je travaille justement avec les personnes que j'accompagne via les organismes communautaires, par exemple, et puis on rentre dans ce détail-là, on se rend compte que toutes les factures, presque, le loyer, la facture des assurances, la facture de l'électricité, etc. Tout ça part dans la première quinzaine, par exemple. Donc, tout est censé être géré sur le seul chèque de paye qui rentre. Et ça, c'est impossible après, effectivement, d'avoir l'épicerie pour la deuxième semaine, le transport pour la deuxième semaine, les petites activités des enfants pour la deuxième semaine, etc. Donc, si c'est ce que vous allez remarquer en faisant, non pas votre budget, mais votre visuel, en fait, de dépenses et puis de revenus, on ne va pas appeler ça tout de suite un budget, ben, ça vous permet d'appeler après vos prestataires ou bien votre propriétaire ou votre banque en disant, écoutez, moi j'ai fait mon budget. Puis quand vous dites ça, ils vous prennent tout de suite un peu plus au sérieux que si vous dites, est-ce que vous pouvez me baisser ça? J'ai fait mon budget, puis j'ai besoin qu'on travaille ensemble pour trouver une date qui fonctionne mieux, parce que je ne veux pas me retrouver en dette à chaque fois ou à utiliser ma carte de crédit à chaque fois. Si vous êtes construit dans votre réflexion, vous allez avoir un retour en fait du professionnel, de la banque ou autre, qui va être complètement différent parce qu'ils vont voir quelqu'un qui est mûr, puis qui prend ses responsabilités, entre guillemets. Même si vous les aviez déjà avant, c'est juste la perception en fait qu'il va avoir qui va être très différente. Et puis ça vous permet effectivement, quand il y a des anniversaires, de planifier à l'avance avec les enfants. Tu vois, il y a ton anniversaire qui arrive à telle date, c'est loin, mais bon, j'aimerais être sûre de pouvoir t'offrir quelque chose. Donc, est-ce que tu peux déjà peut-être me donner des idées, ou bien nous-mêmes, on va se mettre $5 de côté par semaine, par quinzaine ou quoi, pour acheter les cadeaux de fin d'année, par exemple, pour notre famille, parce qu'on aura déjà réfléchi à ça. Puis on se sera déjà dit, OK, l'année dernière, j'ai dépensé tant, c'est trop, je voudrais faire moins, comment est-ce que je me débrouille? Puis en mettant un chiffre à l'avance et en se disant, par enfant, je ne vais pas dépenser plus de temps, on se donne du temps pour réfléchir, puis on garde ça en tête quand il y a des discounts, par exemple. Après, quand on fait son budget par le mois, qu'on a fait ces calculs-là, s'il vous plaît, vous ne vous faites pas avoir, commencez pas par les dépenses discrétionnaires, vous commencez par les essentiels, c'est-à-dire les épargnes, les investissements, les remboursements de dettes. Okay? Quand on prend le budget traditionnel qu'on trouve sur les sites Internet, c'est souvent d'abord le revenu, puis toutes les dépenses, puis l'épargne, l'investissement, le remboursement de la dette, des cartes de crédit, etc. C'est tout à la fin. Puis c'est souvent parce qu'on le laisse à la fin qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Vous voulez être à l'esprit libre, vous voulez être l'esprit tranquille, vous voulez construire une sécurité pour vous, pour vos enfants. Ça veut dire vous débarrasser de ce qui est insupportable, c'est-à-dire les taux d'intérêt, les crédits qui ont des taux d'intérêt très élevés à la consommation, par exemple pour les cartes, le plus vite possible. Enfin, le plus vite. Ça dépend des autres chiffres que vous avez. Il y a quand même une réflexion à avoir sur laquelle je pourrais vous accompagner dans le cadre de ce projet PPE. Si vous avez répondu au sondage et puis que vous rentrez dans notre groupe de famille, qu'on va accompagner gratuitement sur tout un tas de choses, justement pour développer les bons outils, puis les bonnes ressources en français, puis les partager avec nos organismes et puis les familles des conseils scolaires. Vous voulez aussi avoir justement cet argent se payer soi-même, en fait. C'est cette notion de je me paye moi d'abord, par l'épargne, par l'investissement. Vous avez vos dépenses pour les événements spéciaux et puis pour les grosses factures, pour ne pas être surpris. Vous avez les dépenses pour vos dépenses fixes et après, vous allez sur les dépenses variables et discrétionnaires.
Ça ne veut pas dire que ça va marcher du premier coup. Il faudra peut-être que vous y repassiez plusieurs fois, que vous refassiez des discussions en famille, que vous refassiez des discussions avec les partenaires en disant, OK, on avait ce rêve-là, on avait ce projet pour cette année, ça ne marchera pas sur un an. Peut-être qu'on passe ça pour l'année prochaine, comme ça on n'est pas dans le trouble, on n'est pas dans les difficultés cette année. Ou sinon, au contraire, peut-être que vous aurez des très belles surprises, puis vous vous rendrez compte qu'en fait, vous avez beaucoup plus d'argent disponible que vous ne pensiez, parce que vous avez fait beaucoup de réflexion, beaucoup de préparation, puis cet argent, c'est disponible. Ça sera à vous de décider en fait où est-ce que vous le placez. Ça peut être un cadeau supplémentaire pour les enfants, ça peut être un investissement pour la maison, ça peut être la retraite, peu importe. On a aussi des bonnes surprises quand on travaille sur son budget. On a aussi la possibilité de reprendre le contrôle. Oui, je m'arrête. D'accord. Exact, ouais. J'arrive donc à la dernière slide où il y a le petit cadeau, justement. Donc, à nouveau, si vous pouvez répondre au sondage, ce serait merveilleux. Et puis, le petit cadeau, en fait, que je disais, c'est si vous voulez bien, si cette méthode vous a intéressé, puis que vous voulez la tester, je vous invite à remplir votre calendrier annuel, à m'envoyer une photo suffisamment large pour ne pas que je rentre dans les détails, même s'il y a un moment où on pourrait détailler. Si vous m'envoyez les détails de la composition de votre famille, donc par exemple, on est 2 parents ou on est 1 parent, et puis j'ai 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, peu importe, je me propose de vous envoyer votre modèle de budget sur Excel, préparé rien que pour vous, gratuitement. Comme ça vous permet de passer cette étape-là qui est tellement importante pour rentrer votre premier budget et puis démarrer votre année 2021 de la meilleure façon. Merci beaucoup pour votre disponibilité ce soir. J'ai pris 30 minutes de plus. J'espère que ça vous a intéressé. Je vois que vous êtes encore nombreux participants. Ce que je vais faire, Nathalie, je pense, c'est vraiment prendre toutes les questions du chat, les imprimer et puis vous répondre à chacun un par un. Assurez-vous bien de me mettre les adresses, courriels, etc. Et puis, ce qu'on pourra faire, en fait, je pense, c'est que j'enregistrerai peut-être une petite vidéo courte où je ferai certaines réponses et puis on les renverra en fait aux participants. Comme ça vous permettra d'avoir la suite, puis ça vous permettra d'avoir les réponses. Si c'est correct pour vous, alors la photo, vous l'envoyez où? Absolument, je vous envoie mon courriel. Vous pouvez aussi, bien sûr, l'envoyer à l'équipe de PPE. Mais voilà, je vous mets vos courriels. Et vraiment, je vous invite à le faire parce que cette action-là, tout de suite maintenant, tant que vous êtes chaud, entre guillemets, ça vous met vraiment sur une dynamique particulière et puis à nous de vous accompagner. Je vous demanderai aussi de répondre à ce sondage, comme je vous le disais, c'est très important. Une fois que vous rentrez dans ce groupe de famille, vous allez être accompagné pendant les 3 prochains mois, en fait, par rapport à vos besoins spéciaux, avec des ateliers spécifiques, des ressources spécifiques avec parents partenaires en éducation. Merci beaucoup pour votre disponibilité, puis votre écoute et votre intérêt. Je vais lire avec beaucoup d'attention tous vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Faiza. C'était super intéressant. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Puis j'ai l'impression que tu vas sûrement avoir plusieurs suivis. Merci aussi à tous les parents qui ont participé, qui se sont inscrits puis qui sont restés pour toute ta présentation. Puis, je rends la parole à Nathalie. Merci beaucoup tout le monde. Puis je sais qu'il est tard. Alors, je vous rappelle, on a une petite évaluation du webinaire. Ça met votre nom dans un tirage pour une carte cadeau de 50 $ qu'on va tirer sous peu à la fin du mois. Alors, profitez-en. Et puis, assurez-vous de prendre l'offre de Faiza. Et Faiza, je crois que tu as oublié remettre ton adresse courriel. Je crois que tu as oublié le Inc. Alors, Faiza at Level Inc. Et aussi le sondage de Faiza pour nous aider à mieux cerner vos besoins. C'est tout dans le chat. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à PPE, soit Faiza ou soit moi à communication à PPE-Ontario.ca. Alors, je vous remercie tout le monde. Bonne soirée et un petit dernier mot, le webinaire de la semaine prochaine, désamorcer vos émotions face au déséquilibre de la pandémie. Je pense que ça aussi, ça va faire du bien. Alors, bonne soirée à tous. Merci pour votre patience. Merci pour votre participation. On vous aime. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. À bientôt.
Bonne Merci. soirée, bonne soirée. Merci, Mario. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Faiza. Au revoir, au revoir. Hey, merci C'était tout le très bien. monde. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, à tous les participants. Merci. Oui, merci, Bonne Badrier. soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bye. Bye. Bonsoir à tous. Merci, bye. Bye Bonne bye. soirée à tous. Wow. Alors, Bonne soirée. oui, hey, c'est fantastique. C'était super intéressant. Tant mieux, ça passe tellement vite. Merci passe très d'avoir vite, fait le rapport. Oui, comment ça va, Rabia? Ça va bien, merci. Toi. Salut, Rabia, je suis contente de te voir. Ça fait plaisir de vous revoir toutes. Ça me rajeunit, ça me rappelle en fait l'animation physique en fait des CA1, Oui. des AGA. J'espère que je pourrai avoir un petit coup d'œil au retour d'évaluation. On va pouvoir voir aussi les retours sur les inscriptions au sondage. Je m'occupe de vous Oui. des soirs. Oui, à bientôt. À bientôt, la À bientôt. Au Réponds-moi, revoir, je t'ai Rabia. envoyé mon email. C'est moi qui ai posé la question sur le financement créatif. Ah, super. Ben, je t'envoie ça. OK? C'est bon, merci. Parfait. Bye. Bye. Bye, Rabia. Je vous envoie aussi, Nathalie, le PowerPoint final qu'on peut envoyer en suivi en fait Oui, et justement, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps à la fin, peut-être que je vais faire un petit rappel via Eventbrite à Oui. à tous les gens. Probablement, je vais avoir la liste de ceux qui ont participé là, Ouais. à travers Zoom. Alors, peut-être que je serai capable de leur envoyer un petit courriel de rappel du Oui. webinaire, d'évaluer le webinaire, ça va t'aider. Ben Puis oui. un petit rappel de ce que tu leur as offert aussi, parce que je pense que Absolument. peut-être. Ouais, c'est du coaching gratuit là. Oui, individuel. exactement. C'est vraiment pour aller voir ce qui fonctionne le mieux et pour après développer en fait ces Excel et puis les mettre à disposition des organismes en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste un Excel avec une colonne. Là, ça fait pas de sens. Ça fait vraiment pas de sens. Les parents Oui. sont souvent déstabilisés même pour juste créer leurs bons produits, enfin leurs bons outils. Je me dis juste, ça vaut le coup peut-être de l'envoyer, Nathalie, aussi à ceux qui étaient inscrits. Oui. Mais qui n'ont pas pu assister avec le lien de la vidéo, même si on prend quelques heures de plus. Comme ça, on est sûr que ça passe. Mais en tout cas, merci d'être resté si tard, Badrier. Puis tout le Merci, monde. Faiza. Nathalie, je pense Bonne qu'il y a soirée. d'autres personnes qui sont encore connectées. Si vous Oui. voulez qu'on parle 2 minutes toutes les 3 seulement, Nathalie ou Faiza pourraient peut-être fermer. Bah, je pense Vous qu'on pouvez, peut. n'est-ce pas? Parce que Ryan, s'il te plaît, mon chéri, tu Ouais, d'accord. 2 minutes. De mon côté, c'est correct en fait. Je peux pas. Nathalie, c'est toi qui t'occupes ou c'est Faiza? Vous pouvez juste. Euh, Je vois pas comment. Parce que tu peux, je pense que si tu vas. Attends, je vais voir. Si tu vas sur le nom participant, tu peux juste fermer. Ils ont dû peut-être oublier de se déconnecter. OK. Je suis en train d'arrêter aussi Oui, l'enregistrement. c'est beau. C'est bon.